Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre à ce JDS, journal du dimanche au soir. 2 heures d'émission marquées par ces sujets. Développement industriel. Le Burkina aura bientôt son usine de raffinerie d'or. Nous reviendrons dans un premier plateau sur la dynamique affirmée jeudi avec la pose de la première pierre de l'industrie, la visite du chef de l'État du Niger, Abdraman Tiani, à Ouagadougou et l'audience accordée à Soro Kibafouri Guillaume par les autorités burkinabées seront les autres sujets qui animeront ce premier plateau. Et puis 14 auto-écoles non agréées opérant dans la ville de Ouagadougou fermées en début de mois, assainir le secteur et garantir une bonne formation aux apprenants. C'est bien l'objectif. La Direction générale des transports terrestres et maritimes nous donnera plus de précisions sur cette opération et c'est Bawen Manegle Zongana, directeur de la circulation routière et de la normalisation, qui sera notre invité. Et enfin sport, le foot burkinabé en crise, une question. Ce qui est sûr, c'est que le président de la Fédération burkinabé de football, soutenu par les uns, pendant que sa démission est exigée par plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, comment se positionnent les clubs de Ligue 3, tout aussi concernés par le sujet? Jean-Baptiste Nana, président de Kyogen FC, membre du collectif des clubs de Ligue 3, est notre invité sport pour CJDS, journal du dimanche au soir. C'est donc le déroulé pour ce qui est de ce rendez-vous. La première des rubriques, c'est celle politique. Nous l'annoncions, le Burkina Faso aura bientôt sa propre usine de raffinerie d'or sous la houlette de la Société nationale des substances précieuses. La pose de la première pierre a eu lieu jeudi dernier à Ouagadougou avec la participation du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Les premiers lingots d'or devraient être produits dans 11 mois. Retour sur la cérémonie de jeudi dernier avant des échanges sur ce plateau. C'est l'expression de la souveraineté dans le secteur de la production d'or au Burkina Faso, la pose de cette première pierre d'usine de raffinerie d'or. Cette raffinerie, considérée comme la maison de l'or, sera bâtie sur une superficie de 5 hectares dans la capitale burkinabé, avec une capacité de raffinage de 400 kg d'or jour, soit 150 tonnes l'année et d'une qualité de 24 carats. Cette unité industrielle mise en place dans le cadre de la promotion des chaînes de valeur de l'industrie minière contribuera à la valorisation des produits miniers au niveau national en limitant l'exportation à l'état brut d'une grande partie de l'or extrait. Pendant longtemps, on avait dit que nous n'étions pas un pays producteur d'or. Mais depuis un certain temps, l'or est devenu le premier produit d'exportation. Mais nous n'avons pas de contrôle sur l'or. Que ce soit la recherche, la production, comme vous avez pu le voir, la raffinerie. Et nous nous sommes posés plein de questions. Et aujourd'hui, nous avons décidé de mettre toute une chaîne en place. Vous suivez avec l'APEC que nous voulons exploiter l'or nous-mêmes. Et aujourd'hui, nous posons la première pierre de la raffinerie. Il ne s'agira plus pour nous d'amener notre or à l'extérieur pour raffiner. Nous le raffinons sur place. Nous savons quelle est la teneur réelle de l'or brut qui sort. Ce projet majeur sera réalisé dans le cadre d'un partenariat stratégique avec la société Marina Gold et le délai de livraison des bâtis est de 11 mois. La mise en place de cette raffinerie va créer 100 emplois directs et 5000 autres indirects. Et c'est la SONASPE, la Société nationale des substances précieuses, qui chargera du rachat de l'or pour le traitement. Cela permettra également de lutter contre la persistance de la fraude dans l'exploitation artisanale semi-mécanisée, soutient le chef de l'État. Beaucoup d'or sort du Burkina Faso de façon frauduleuse et qui contribue d'ailleurs à alimenter le terrorisme. Donc nous invitons les orpailleurs, que ce soit les collecteurs ou autres, de ramener l'or vers la portion centrale et en même temps inviter aussi la SONASPE à multiplier les guichets pour pouvoir collecter l'or. Et en plus de cette raffinerie, et j'espère que dans les jours à venir, nous avons un autre projet plus important qui est en cours. Il s'agit du traitement des déchets. Et une usine qui a été conçue par des ingénieurs burkinabés qui est actuellement en phase de test. Et nous espérons que dans les heures qui suivent, ils vont nous dire que le test est concluant. Et ça fait donc une chaîne complète pour pouvoir valoriser notre or.
En décembre 2022, le Burkina Faso comptait 11 mines industrielles pour une production de l'or qui s'élevait à 57,674 tonnes. La production artisanale d'or déclarée était de 457 kg. Les recettes directes au budget de l'État, elles, étaient de 540,884 milliards de francs CFA. Quant aux recettes de l'exportation, elles sont passées de près de 21 000 milliards de francs CFA, soit 73%. On a compris donc une raffinerie dont on devrait en tout cas en voir le joyau dans quelques mois et aussi le contenu en termes de production. La raffinerie construite sur une superficie de 5 hectares comprendra, on l'a dit tout à l'heure, une bijouterie, un magasin de stockage et un bâtiment administratif. Belle initiative, en tout cas sur laquelle nous revenons en termes de premier sujet pour ce qui est de cette partie plateau premier. Et nous sommes avec Jeunesse Yen, il est le directeur des programmes de ORCAD, entendez Organisation pour le renforcement des capacités de développement. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Nous sommes aussi avec Dr Lopépin Yen, bon, de Yen, non pas un autre Yen. Il est sociopolitologue, enseignant-chercheur au CNRST. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Merci d'être avec nous. Nous avons aussi avec nous Adama Sigiri, écrivain coordonnateur du RISA, Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Bonsoir. Bonsoir, c'est moi qui suis content d'être là. Et le dernier visage qu'on a très souvent aussi à ce JDS, Boulay Magnoumou, membre du PPS, Parti panafricain pour le salut, ancien député, maire de Houndé. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Autour de la table, le plus, je ne vais pas dire concerné, mais peut-être un peu le plus averti, c'est vous. Jonas Yen, je vais me retenir devant vous, d'abord pour qu'on fasse un peu aussi de pédagogie, parce que tout le monde a dit raffinerie. Bon, qu'est-ce qu'on y met? C'est quoi cette raffinerie-là? Et puis, quel changement majeur cela apporte? Déjà pour comprendre son rôle dans la chaîne, depuis la production jusqu'à la commercialisation. Son rôle dans la chaîne, c'est quoi, pour qu'on comprenne un peu mieux? Merci beaucoup. Nous devons d'ailleurs nous réjouir d'abord de voir un tel projet en train de se mettre en place, parce que pendant longtemps, la société civile qui travaille dans le secteur des mines a plusieurs fois émis le vœu de voir un tel projet au Burkina Faso. D'accord. Alors nous étions partis du fait que notre or brut était transporté à l'extérieur du pays pour faire ce qu'on appelle l'affinage, donc le traiter, séparer l'or des autres métaux, donc le purifier afin d'obtenir de l'or fin, donc économiquement commerciable. Alors donc c'est une usine de traitement d'or, effectivement, qui vous permet de créer un certain nombre de chaînes de valeur dans ce travail-là. D'abord, ça vous donne le contrôle de votre propre or, parce que, par exemple, lorsqu'on amène notre or en Suisse, vous connaissez le poids de départ. Une fois que c'est traité là-bas, vous n'y êtes pas. On vous communique par la suite, après le traitement, le poids réel de l'or fin, le poids des autres métaux qu'on y a trouvé, comme de l'argent par exemple, et on vous dit au regard du cours de l'or au plan international, voici ce que ça vaut comme valeur commerciale. Donc vous collectez cela comme étant des données de votre or traité ailleurs, mais de vos données au niveau national. Donc vous ne pouvez que faire la bonne foi de ceux qui vous communiquent ces chiffres, étant donné que vous n'y êtes pas, vous n'avez pas de représentants là-bas. Donc, ce qui fait que, quelque part, comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Vous n'avez pas le contrôle, effectivement, de votre or, comme d'ailleurs l'a dit le chef de l'État. Donc, c'est une usine de traitement, de transformation, qui a toute son importance, qui a toute sa valeur ajoutée,
que si c'est implanté chez vous, vous qui êtes producteur de la substance. Deuxième question, vous dites, vous, société civile, vous avez longtemps appelé ça de tous vos voeux et vous l'avez recommandé. Qu'est-ce qui posait problème? C'est le manque de ressources humaines? C'est la technologie qui est inaccessible? Qu'est-ce qu'on vous répondait? Non, c'est que la conclusion que nous on tirait, c'est que c'était un manque de volonté politique. Okay. La preuve, aujourd'hui, on a voulu le faire, on est en train de le faire. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui nous empêchait de le faire. Mais vous savez, aussi bien les investisseurs miniers que certains nationaux aussi, partent du principe, oui, c'est un domaine assez compliqué, on ne peut pas le faire chez nous, on n'a pas les moyens nécessaires pour le faire, il y a un problème de gouvernance qui pourrait se poser. C'est-à-dire, on est tout le temps dans le pessimisme. Okay. On n'a pas ce courage-là de dire il faut bien commencer quelque part. Même si on doit commencer avec des insuffisances, il faut bien qu'on commence. Et je vois aujourd'hui l'engagement politique qui indique clairement qu'il n'y avait aucun obstacle qui nous empêchait de le faire. En clair, ce que vous nous dites, c'est que lorsqu'on a des bilans, on dit que le Burkina c'est 66 tonnes d'or, 57 tonnes d'or. C'est du déclaratif. Hein. C'est au finish ce qu'on nous a confirmé de ce qu'on a retiré, de ce qu'on a envoyé. Non, en termes d'ordre brut, là au moins, puisque c'est pesé sur place chez nous. Okay. Donc en termes d'ordre brut, les chiffres sont quand même vrais. Ce que, en tout cas, on voit, c'est que l'on paie, c'est qu'on enregistre à partir du Burkina. Mais le poids qui nous revient, c'est différent du poids qui quitte ici pour partir. Après avoir été raffiné. Voilà. Donc, quand vous prenez ces données mises ensemble, vous pouvez avoir des données officielles. D'accord. Mais nous disons toujours, du point de vue des données qui nous reviennent de l'autre côté, sont des données que nous prenons avec beaucoup de pincettes à partir du moment où on n'a aucun représentant burkinabé sur place là-bas qui confirme effectivement qu'après la raffinerie, voici le poids de l'or fait, voici les autres quantités d'alliages qu'on y a trouvées. D'accord. Je vais me permettre le premier tour de table aussi avec les autres invités que nous avons. Tout à l'heure, Jonathan disait, c'est un problème de courage politique. Vous, quelle lecture vous faites déjà de l'acte qui est posé, et puis quelle lecture vous faites de ce que ce soit maintenant? Je vais commencer par vous, Sigiri. Merci beaucoup, Farah. D'abord, moi, je voudrais exprimer toute ma gratitude à monsieur ici présent, parce que sa présence nous permet de mieux comprendre le sujet. Voilà, quand on dit raffinerie, souvent, bon, pour nous qui ne maîtrisons pas le sujet, on se demande concrètement c'est pour faire quoi. Voilà, mais pour moi qui suis du domaine, moi, j'ai compris que, en tout cas, c'est une usine de traitement pour permettre, en tout cas, d'avoir de l'or fin qu'on pourrait vendre à l'extérieur. Parce que si je prends, c'est comme peut-être des tomates qu'on enlève directement pour vendre et des tomates qu'on transforme. Tout le monde sait que ce qu'on vend directement, on perd. Mais quand vous transformez, il y a de la valeur ajoutée. C'est ceux qui transforment en réalité qui gagnent et non pas ceux qui vendent à l'état brut. Donc, parlant du problème de l'or, tout le monde sait que c'était vraiment un domaine très désorganisé, comme il a dit. Plusieurs fois, je me suis posé des questions, mais pourquoi l'État laisse le secteur de l'or qui devrait apporter des milliards et qui apporte des milliards à certaines personnes, pourquoi l'État laisse le désordre régner dans ce domaine-là? Donc cette usine de raffinerie, comme je crois, va permettre effectivement de raffiner l'or, mais surtout de contrôler même la quantité d'or. Même au niveau des sites d'orpaillage, souvent je me suis dit, mais pourquoi l'État n'achète pas l'or pour raffiner et peut-être revendre? C'était souvent des orpailleurs, comme on les appelle, qui achetaient l'or et qui quittaient le Burkina Faso, qui partaient vendre à l'extérieur. Et souvent d'autres se faisaient des millions, mais toutes ces zones qu'ils encaissaient, c'est seulement pour eux-mêmes. D'autres même n'employaient pas plus de 2, plus de 3 personnes. Donc tout ça, c'était des pertes que l'État n'arrivait pas à contrôler. Donc moi, je vois ici que c'est une très bonne initiative et je suis parfaitement d'accord avec monsieur ici présent. J'ai toujours cru que ce n'était pas aussi compliqué que ça. Il fallait seulement de la volonté politique et une volonté vraiment de contrôler le secteur. Mais j'avais l'impression que le fait que le désordre y était, ça arrangeait d'une manière ou d'une autre aussi les hommes politiques qui profitaient peut-être, on a déjà entendu de par le passé qu'on a même eu à attraper des gens avec des quantités d'or saisis quelque part à l'aéroport. Certainement que les hommes politiques en profitaient pour faire de l'argent, pour faire leur campagne politique. Donc ici, c'est une très bonne décision qu'il faut vraiment saluer et on croit que ça va aboutir et que cette usine de raffinerie va voir le jour et ça va vraiment nous permettre de raffiner l'or et de vendre et ça sera au profit de l'État, donc au profit de tous les Burkinabés.
Mimou, vous êtes ancien député maire de Houndé. C'est une zone où, à cette zone ouvrière, on va dire comme ça. Donc, vous connaissez un peu le sujet. Aujourd'hui, c'est un courage politique que de vouloir dans 11 mois raffiner notre or au Burkina. Vous connaissez le sujet. Vous ne vous dites pas pourquoi depuis on n'y a pas pensé ou bien pourquoi on n'a pas eu ce courage? D'accord. Merci Vaha, mais avant je voudrais féliciter le gouvernement pour 2 faits majeurs. Okay. L'effort fait pour rendre gratuit les tests de la dengue, qui à un moment donné non seulement était absent, mais les prix avaient pris des proportions en tout cas inimaginables. Donc aujourd'hui le test est gratuit. Mais aussi, le deuxième fait, c'est l'effort fourni pour la pulvérisation, en tout cas des zones infectes par rapport aux moustiques. Ensuite, inviter peut-être la population à aider cette pulvérisation par, en tout cas, l'assèchement des gîtes larvaires. Voilà. Et ensuite, profiter de l'occasion, féliciter Yen pour le combat mené pour l'opérationnalisation du Fonds minier de développement local. Lui et ses camarades et d'autres acteurs ont mené un combat acharné pour que le fonds minier soit opérationnalisé en 2019. Pour ce qui est du sujet, je voudrais accorder en tout cas à Yen que c'est un courage politique, c'était lié à une volonté politique, le fait de ne pas réaliser une raffinerie au Burkina, mais c'était aussi lié au contrôle mondial du secteur de l'or. Mais ce qu'il faut retenir pour moi, c'est que je ne peux pas concéder à Yen, c'est de dire qu'en tout cas, on peut valider la quantité d'or exportée même à l'état brut. Ça, bon, je ne sais pas sur quelle balance il l'aura pesé ou en tout cas, est-ce qu'il maîtrise réellement la production et tout ce qui sort, est-ce que c'est ça les chiffres déclarés? Mais pour moi, la raffinerie telle que la première pierre a été posée, j'aurais voulu que nous maîtrisions d'abord tout le contour de la production. Sinon, nous allons faire un retour en arrière pour maîtriser le contour de la production. Aujourd'hui, je ne sais pas, je ne suis plus très au parfum des choses, mais je ne sais pas si le ministère des Mines a encore des capacités ou en tout cas a encore des possibilités d'assister à la coulée de l'or et savoir réellement quelle est la quantité d'or qui est coulée et la quantité d'or disponible. Mais ce qui est important déjà, c'est ce courage politique d'avoir posé la première pierre. Mais moi, j'attends vraiment dans 11 mois pour l'inauguration de cette raffinerie, pour le bonheur du peuple burkinabé et peut-être même le bonheur du peuple de la sous-région. Vous trouvez que le processus de production en lui-même échappe encore? Pour moi, à 80%, en tout cas, je dirais que le processus de production nous échappe encore. Peut-être qu'on va revenir vers Yen, Jonas, mais on va permettre à Olo Pépin de réagir toujours sur cette affaire. Merci M. Va. Comme les autres, je trouve que l'initiative est très louable. Et donc ça vient donc combler quelque part, je dirais, un vide qui existait en ce qui concerne donc la maîtrise même de cette production minière là au Burkina Faso. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait une absence de débat au plan national sur la question de l'or, sur la question minière au Burkina. Et on a comme l'impression que c'était expressément entretenu, ce silence, ce flou autour de ce secteur-là. Un secteur vraiment, je dirais, essentiel, primordial, en ce qui concerne donc les recettes budgétaires, en ce qui concerne donc notre économie. Mais je ne comprenais pas pourquoi il y avait une sorte de blackout et volontairement entretenu autour de cette question. Je me rappelle qu'il y a un Américain un chercheur de la Californie qui était venu et qui a fait une étude sur l'or et qui a fait la restitution donc au niveau de notre institut. Et la conclusion est que le processus de production de l'or au Burkina n'entrait pas. Et la production de l'or au Burkina n'avait pas de lien avec le processus de développement. Voilà la conclusion qu'il a tirée. C'était dans notre institut qu'il a fait la restitution. Et en plus de ça, il a noté une absence du débat même sur la question minière au niveau de l'espace public. Okay. Donc c'est pour dire que déjà il avait diagnostiqué qu'il y avait un problème. Et si la production minière ne peut pas avoir un lien avec le processus de développement, là en ce moment, quand même ça devient inquiétant. Donc c'est en cela que cette initiative vraiment est très louable. Voilà, et je trouve que vraiment c'est patriotique. Voilà, et c'est un signe encore que
donc, nous voulons vraiment être un pays souverain, un État souverain, voilà, qui maîtrise vraiment tous les leviers de son développement. Et maintenant, ce qu'il faut déplorer ici, et comme Sigrid l'a dit, c'est le fait que ce secteur-là a été abandonné d'une manière ou d'une autre. Quand je prends par exemple le cas du code minier, je sais qu'après l'insurrection, les députés du CNT avaient révisé ce code-là et voulaient un code minier de développement. C'était l'expression utilisée. Mais après, ceux qui sont venus après, mais ils parlaient d'un code minier attractif. Attractif, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quoi? Donc, c'est dire ici, c'est que le plus important ici, c'est faire la part belle aux investisseurs. Puisque c'était un langage courant. Quand on voulait peut-être remettre en cause certains, on dit non. Il ne faut pas décourager les investisseurs étrangers. Donc cela veut dire quoi? On avait un secteur qui, si on veut bien comprendre, faisait vraiment la part belle, ou du moins nos autorités faisaient des yeux doux à ce qu'on appelait pompeusement investisseurs étrangers. Bon, comment nos ressources, des gens qui ont intérêt à venir exploiter nos ressources, on dit non, il ne faut pas les décourager, non, il ne faut pas faire ceci, sinon vous allez décourager l'investissement étranger. Donc, c'est dire qu'il y avait un problème même au niveau même de nos dirigeants. Et comme il a souligné, il y avait un manque réel de volonté politique. Mais pourquoi il y avait un manque de volonté politique? C'est la question qu'il faut se poser. Voilà. Quand on sait que c'est un secteur qui est porteur, voilà, on parle d'un boom minier. Voilà. Donc, on peut dire quelque part, il y avait des gens au Burkina Faso qui avaient intérêt à ce que cette situation-là puisse se créer. Le flou dans lequel on était, l'absence du débat public sur la question minière et le fait qu'il ne fallait pas décourager des investisseurs étrangers, je me rends compte que ça profitait à des individus et non à la nation burkinabé. Bon, je sens que nous veut réagir, mais on va permettre à Jonas Yen de revenir aussi sur ce que vous ressortiez tout à l'heure, la question de la production qui demeure déjà non maîtrisée par nous. C'est un fait? Oui, c'est un fait, mais il faut dire que il y a des choses qui sont en train de bouger dans ce sens, effectivement. Parce qu'effectivement, la question de la production, ça fait partie des récriminations aussi que la société civile faisait, en ce sens que, à partir des textes de base, notamment des textes d'études de faisabilité, il y a un certain nombre de prescriptions que les sociétés minières font en termes sur la question de la production, mais l'État ne suivait pas. Est-ce qu'au cours d'une année donnée, on a fait la surproduction ou on a produit moins? C'est des données qu'on n'avait vraiment pas. Je pense que la Cour des comptes, dans un de ses audits, a relevé cela, qu'il n'y avait pas un suivi annuel sur la production. Et si vous prenez le cas de la coulée d'or dont il parle, effectivement, dans la chambre de coulée, aucun représentant burkinabé n'avait accès pour voir ce qui s'y passe. Et la raison farfelue qu'on nous donnait, c'est que dedans, il fait très chaud, tout en sachant que c'est des êtres humains qui y sont, mais on dit qu'il fait très chaud, donc des représentants nationaux ne doivent pas y être en termes de représentants de l'État. Alors, ces derniers temps, nous avons révisé beaucoup de textes sur le secteur, notamment les textes d'application du code conduits par le ministère des Mines. Et nous avons mis des dispositions qui règlent cette question d'interdiction d'accès à la chambre de coulée d'or. Donc ça dit que les nouveaux textes maintenant autorisent l'État à être représenté un peu partout. Donc, maintenant, une chose, effectivement, est d'avoir des tests, une autre est de suivre de façon rigoureuse. Donc, ça veut dire que nous avons la possibilité maintenant de suivre. Avec la volonté qui commence à s'afficher, je pense qu'on pourrait effectivement travailler à une maîtrise de la production. Parce qu'effectivement, si on n'a pas une bonne maîtrise, un bon contrôle de la production, en termes de fonctionnement de la raffinerie, il va avoir des insuffisances quand même. Donc, mais il faut reconnaître que ces derniers temps, sans que ça bouge du côté du ministère, ça montre effectivement qu'il y a des instructions qui viennent de plus haut niveau et il y a des toilettages, des tests qu'on est en train de faire pour corriger pas mal d'insuffisances qui faisaient comme il y avait trop de failles sur la question. Justement, quand on écoute, on a comme l'impression qu'on est riche de quelque chose pour lequel on ne s'assume pas. Il y avait la question, par exemple, des fameux 10%, parce qu'on sait que dans toutes les entreprises minières, l'État a une partie du capital,
Mais on voit que quelquefois c'est encore le conseil d'administration qui décide quand est-ce qu'il distribue ci ou ça, ou bien quand il pense que peut-être l'État devrait avoir ceci ou cela. Je pense qu'il le coup pourrait tomber sur certaines industries. Est-ce que derrière on sent vraiment beaucoup plus de rigueur, on sent beaucoup plus de fermeté face à ces industries qui sont quand même aussi très influentes? On est même très riche de notre or. Okay. Et ensuite, c'est un patrimoine économique national qu'on n'a pas su protéger pendant longtemps. Je pense que c'est ce qu'on est en train de corriger petit à petit. On est très riche. La rigueur n'y était pas du tout. À telle enseigne que nous, on s'est demandé s'il n'y avait pas de collision entre des acteurs quelque part. Donc, c'est ce manque de rigueur-là qui a fait que, le citoyen lambda ne sent pas véritablement les retombées de l'exploitation de l'or. Les 10%, moi, je pense que c'est vrai qu'on en parle, mais on doit oublier ça d'une façon ou d'une autre. Pourquoi? Parce qu'il y a des sociétés minières, depuis qu'elles sont là, n'ont jamais payé les dividendes de 10% pour l'État. Et comme vous l'avez dit, c'est le conseil d'administration qui décide. Par exemple, pour cette année, on partage les dividendes aux actionnaires ou pas. Et quand c'est le cas, l'État ne perçoit pas sa part de 10%. Donc ce n'est pas à tout bout de champ que l'État obtient ces 10%. Et seul le conseil d'administration peut vous donner des justificatifs pour lesquels cette année ou durant un certain nombre d'années, l'État ne peut pas percevoir les 10%. Comme j'ai dit, il y a des mines. Sans mécanisme de contrôle pour savoir si les chiffres permettent qu'il y ait des dividendes intéressants ou pas. Non, le contrôle là, comme cette question, c'est au niveau du conseil d'administration que ça se décide. Nous avons des représentants dans les conseils d'administration. C'est à leur niveau que les choses doivent être beaucoup plus regardantes. On vous dira que c'est une question très complexe parce qu'il y a parfois des évidences qui montrent effectivement que si vous partagez les dividendes, il y a des risques de faillite de la société. Donc, il faut que, du point de vue communication, le citoyen aussi comprenne cette question de 10%. Pourquoi par moment on ne peut pas l'avoir? Pourquoi par moment on peut l'avoir? Pourquoi il y en a qui ne payent pas du tout? On ne peut pas me dire qu'on fait pendant 5 ans, par exemple, une société minière ne fait pas de bénéfices et elle est toujours là. Ce serait quand même surprenant. Oui, Sigiri. Oui, moi je voudrais encore remercier pour ces explications. J'avoue que le domaine de l'exploitation d'or, c'est ce domaine-là qui montrait que le Burkina Faso n'avait pas de souveraineté. C'était vraiment le Capharnaüm où on avait complètement laissé notre État, notre pays, entre les mains d'étrangers qui venaient se faire des milliards pour repartir. Honorable est là, il a été maire de Houndé. L'exploitation d'or à Houndé, moi j'ai passé là-bas pour aller à Bobo de la Sauce, j'avais un ami qui était au commissariat. Plusieurs fois j'ai carré là-bas pour l'installer. Et j'ai dit à cet ami-là, j'ai dit que les sites, l'or qu'on exploite à Houndé va créer des problèmes dans la ville de Houndé. Parce que chaque fois, vous voyez que la ville est souvent couverte de poussière et tout cela est dû aux activités minières. Je crois qu'en 2022, il y a eu des manifestations et la police était obligée d'aller les disperser. Une fois, je partais aussi à Dibo, j'ai vu aussi la mine de Taparko, j'ai fait escale, j'ai causé avec les jeunes qui me disent que non, la mine est à Taparko, mais eux, ils ne gagnent pratiquement rien. Souvent, je me permets même de croire que l'exploitation de l'or est à l'origine même du terrorisme au Burkina Faso. Selon moi. Parce que je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi? C'est empirique? Vous tirez ça? Non, ce n'est pas empirique. C'est rationnel. D'accord. C'est rationnel. Parce que je prends par exemple le Sahel, que je connais un peu. Les populations sont là. Elles n'ont pratiquement rien. Ni d'eau potable, ni d'école, ni de centre de santé, ni à manger. Pendant ce temps, il y a des sites miniers qui sont dans la même localité, qui tirent des milliards et des milliards, qui partent à l'extérieur, et ces étrangers font ce qu'ils veulent. Alors que les populations qui sont là n'ont pratiquement rien. Alors que l'or, avant tout, comme il a dit, c'est un produit local. On doit maîtriser la production d'or, comme on doit maîtriser la production de l'agriculture, comme on doit maîtriser le système éducatif. Mais comment comprendre que dans un pays, des étrangers viennent extraire de l'or, aller vendre à des milliards et à des milliards, et vous êtes là, vous n'avez même pas l'essentiel. Pour revenir au code minier, mais
Vous m'excusez, honorable, mais le code minier, moi, il y a un maire qui a eu à faire une sortie un jour pour dire qu'on a reversé combien, 200 millions, c'est 300 millions à sa commune, mais moi j'ai ri. C'est ridicule. Que des miniers vous reversent pour toute une commune 200 millions et vous sortez pour les apprécier. Ils ont eu combien pour vous reverser 200 millions? Donc ça veut dire que le code minier lui-même pose problème. C'est un code minier qui faisait que ceux qui investissaient au niveau des sites miniers ne donnaient pratiquement rien. Et justement, on va revenir, on va permettre aussi à Bourima Ndioumou de nous partager son expérience là-dessus, parce qu'on a l'impression qu'on est face à des surpuissants, alors qu'on est un État. C'est lui qui donne ses agréments, celui qui permet qu'ils viennent creuser, qu'ils viennent faire leurs activités. C'est sur son sol, il devait être maître. Vous avez été député à l'Assemblée nationale, vous avez été maire de Houndé, donc, alors qu'on a dit qu'au niveau de pour ce qui était de ces industries minières-là, au niveau local, il devait participer au développement. On a même des textes qui ont encadré, mais encore, le député était obligé encore de faire des plaidoyers. C'était des surpuissants, c'est des surpuissants. Ouais, bon, vraiment, le sujet sur le secteur minier est un sujet très vaste. Mais quand même, pour synthétiser, il faut reconnaître que les sociétés minières ne sont pas forcément des enfants de cœur. Ils ne sont pas venus au Burkina pour nos beaux yeux, pour se balader. C'est à nous de savoir négocier leur installation. Ils viennent aussi avec des milliards pour investir. C'est en fonction de ça que le bras de fer est fait. Si celui qui doit négocier l'installation d'une société minière est complexé peut-être par la quantité de milliards qu'on va investir, naturellement, le niveau de négociation ou d'accord va être faible. Mais s'il comprend qu'au-delà des milliards qu'on investit déjà pour que la mine soit opérationnelle, bon, il y a un lendemain, peut-être que ça peut donner autre chose. Mais pour ce qui est des textes, je voudrais rappeler à Dr Yen que les textes n'ont pas varié. La 7e législature est venue trouver le code minier voté par la transition qui était très apprécié. Il restait à le mettre en œuvre. C'est pourquoi à l'entame de mes propos, j'ai félicité Jonas Yen pour le combat mené pour l'opérationnalisation du fonds minier. Mais ce qui m'a un peu gêné, lorsque la transition aussi a voulu réviser le code minier, c'était ciblé. Ils ont ciblé comment, en tout cas, diminuer l'approvisionnement du fonds minier de développement pour soutenir l'effort de paix. Mais on aurait pu aller plus loin en faisant d'autres modifications. C'est vrai qu'il y a un travail qui est en cours, mais pour moi, la précipitation déjà d'aller sur les parts, parce que c'est quelque chose d'assez important. Donc il faut reconnaître que pour ce qui est du développement local, les mines au départ participaient à travers le RSE. Mais en même temps qu'ils participaient à travers le RSE, bon, on savait clairement qu'il y en a qui avaient une organisation qui permettait d'aller mobiliser même de l'argent hors du secteur minier pour venir financer à travers des fondations et autres. Mais pour dire en gros, il faut reconnaître aussi que les sociétés minières, ils ont du poids sur l'État. Ça au moins c'est clair. Tous les pouvoirs, y compris la transition, si les sociétés minières ont toujours eu du poids. Parce que c'est une question d'influence financière. Et de rapport de force. Voilà, surtout que la transition s'y fait face à l'idée terroriste. Donc il faut comprendre qu'il y a des fois, on veut bien faire le bras de fer, on veut bander les muscles, mais à un moment donné, on est limité. On est obligé de faire des concessions pour pouvoir avancer en attendant. Je me rappelle d'un sujet que j'ai évoqué quand nous faisions la négociation pour l'opérationnalisation du fonds minier. J'ai dit à certains, aujourd'hui, les sociétés minières refusent certaines concessions. Mais prenons les concessions qui sont là en attendant que nous soyons forts. Parce qu'à l'époque, la loi sur le fonds minier, sur le code minier a été votée en juin 2015, opérationnalisée en novembre 2015. Mais nous avons appliqué le fonds minier jusqu'à 2017-2018. Vous comprenez avec moi que l'État perd quelque chose. Mais à l'époque, on n'avait pas le choix. C'était quand même le rapport de force. Donc, à l'époque, moi, je suis parti d'un principe simple. Prenons ce que nous pouvons prendre et ensuite, peut-être une autre fois, nous pourrons en tout cas présenter. D'accord. Pour recentrer un peu le débat sur cette question de la raffinerie, parce que le point clé, c'est la question du contrôle. On parle aujourd'hui des industries minières, mais il y a aussi leur paillage, il y a ceux-là aussi qui échappent quelquefois aussi à tout contrôle presque. Est-ce qu'avec cette raffinerie, cela nous permettra de tirer une partie de cette production-là? Je pense que la raffinerie qu'on est en train d'installer, ses premières actions d'ailleurs vont concerner l'ordre de production artisanale et semi-mécanisée. Okay. Parce que ça, c'est de production nationale.
Donc c'est d'office que ça va être géré au niveau de la raffinerie nationale. Maintenant, pour ce qui concerne l'or produit par les mines industrielles, qui est de portée internationale, sa gestion va être tout autre. En ce sens que il y a dans le circuit actuellement l'élaboration d'une loi sur le contenu local. Okay. Alors, cette loi va régler la question de l'or qui est produit par les sociétés minières en lien avec la raffinerie. Ça voudrait dire que, en principe, la loi devrait établir un pourcentage de la production de mines industrielles à céder à la raffinerie nationale. Mais le gros lot de travail, effectivement, ça va être l'or des orpailleurs et l'or des mines semi-mécanisées. Et aussi, on verra quel est le taux que la loi va peut-être consacrer à la production de l'or produit par les sociétés minières. Donc, tous les types d'exploitation minière vont être concernés par la raffinerie. Mais ce qui est du niveau national, comme je l'ai dit, ce serait véritablement. Maintenant, si on dit par exemple que les sociétés minières, c'est un exemple que je donne, ont la possibilité d'aller raffinerie 10% de leur production à l'extérieur et 90% par exemple au niveau national, bon, ça dépendra. Vous disiez tout à l'heure qu'au niveau de ces industries-là, c'est une question mondiale. Est-ce à dire que le Burkina ne peut rien sur les textes, les contraignant par exemple à passer par nos raffineries, par notre raffinerie? Si le gouvernement décide par exemple que ça va être fait à 100%, ce serait une décision du Burkina. Et l'État a cette possibilité. Et cela ne serait nullement en contradiction avec des textes extérieurs, non? Non, à mon sens, non. En principe, ok, ça c'est déjà bon. Mais il appartient à l'État burkinabé de décider. Il y a aussi que je pense que le partenaire Marina Gold prévoit annuellement 150 tonnes d'or de 24 carats. C'est une proportion qui peut absorber ce que nous avons comme capacité? Alors, il faut savoir que ce projet-là, on ne l'a pas fait, on ne s'est pas levé comme ça brusquement pour le mettre en place, contrairement à ce que les gens pensent. Okay. C'est tout un processus. Il y a eu beaucoup de travaux dessus, beaucoup de concertations, des experts, l'intervention des experts. Donc, je me dis que cette quantité annuelle n'a pas été fixée par hasard. C'est sur la base technique du milieu, de ceux qui connaissent ce travail, qu'on l'a fixé. Donc, il ne faudrait pas que les gens voient que, on a besoin d'une raffinerie, on s'est levé comme ça, on veut l'implanter. Non, il y a quand même un travail de fond qui a été fait. Donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai dit, il ne faut pas que les gens soient pessimistes. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Mais comme on dit, même quand on n'a pas de compétences nationales, en réalité, on en a. C'est parce que pendant longtemps, on ne les a pas utilisés. Il y a des Burkinabés qui sont de grands experts dans les mines dans d'autres pays. Il y en a même au niveau national. Donc, je pense que tout ça là est en train d'être étudié pour voir comment il faut faire fonctionner cette raffinerie. Parce qu'il ne faut pas se le cacher. C'est comme si on mettait du sable dans le couscous des gens. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des bâtons par-ci, par-là. Et je pense qu'il y a une certaine intelligence qui est mise en avant d'asseoir ce projet-là. D'accord. On vous a souvent entendu sur ces questions, lorsqu'il a été question de réquisition d'or, vous avez partagé votre avis là-dessus, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de choses à faire depuis, on aurait dû commencer. Lorsqu'il y a eu la question des 10%, vous êtes aussi revenu là-dessus, c'est bien fait, en tout cas pour ceux qui ne respectent pas les textes. Aujourd'hui on a cette raffinerie, mais pour ce qui est du secteur, quand vous regardez, quels sont les efforts encore à faire? Mais ça c'est en 2 minutes avant qu'on ne change de sujet. Les efforts à faire, je pense qu'avec la raffinerie, on va faire quand même beaucoup d'efforts, parce qu'il nous faut vraiment constituer des réserves d'or. Okay. C'est ça qui va traduire la souveraineté dont on est en train de parler. Si vous écoutez le président, il vous dit que la raffinerie, c'est une question de souveraineté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arriver à faire des stocks d'or suffisamment. Ce qui va nous permettre, en cas de difficulté, de contourner la Banque de France, de contourner certaines institutions financières internationales et d'aller acheter quoi on veut, avec qui on veut à travers le monde. Donc c'est vraiment une question de souveraineté, effectivement. Parce que l'or, c'est quand même quelque chose d'assez
important en termes économiques, en termes politiques, en termes géopolitiques. C'est extrêmement important. Donc ce n'est pas pour rien qu'on met le mot souveraineté dedans. Ok. Numou, c'est pour terminer sur le sujet. Ce que je voudrais dire, c'est de ne pas occulter le fait que le gouvernement a créé la société qui est chargée d'acheter l'or. Certainement que cette société sera le premier partenaire de la raffinerie. Mais les quantités que Yen avance, moi ça m'inquiète un peu parce que c'est pas très évident. Mais pour moi, si on pose la première pierre d'une raffinerie, c'est qu'il y a une étude qui est faite et que bon, les tenants et les aboutissants sont connus. Et c'est clair que la raffinerie va fonctionner. Mais c'est la survie de la raffinerie qui, moi, peut-être m'inquiète. Ça peut fonctionner quelques années, comme toute industrie, et après, ça peut poser des problèmes si, éventuellement, il y a un changement de vision politique. Ça, c'est notre débat. En tout cas, merci à vous d'être passé. Jonas Yen, je rappelle que vous êtes directeur des programmes ORCAD, Organisation pour le renforcement des capacités de développement. Et vous nous avez éclairé sur ce premier sujet concernant la raffinerie. Vous autres, vous restez avec moi parce qu'on va passer aussi à un autre sujet. En tout cas, merci d'être passé. C'est que le chef de l'État du Niger, Abdourahmane Tiani, a effectué une visite de travail au Burkina Faso dans l'après-midi de jeudi dernier. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a été plutôt dans la matinée au Mali, donc voisin. Il s'agit, il faut le préciser quand même, de sa première sortie hors du pays, parlant du général de brigade, depuis sa prise de pouvoir. Et au terme de sa visite, l'on a eu droit à un communiqué final, un communiqué en 11 points qui salue la coopération entre les deux États sur les plans sécuritaires et économiques, entre autres, mais il n'y a pas eu beaucoup d'autres détails. Regard sur cette visite, vous vous dites quoi? Elle est logique au regard du rôle joué par le Burkina et le Mali dans la consolidation du pouvoir de Niamey? Quelle réaction vous avez? Je vais commencer par vous, Sigilé. Merci beaucoup. La visite du président nigérien au Burkina Faso, c'est tout à fait normal. On ne s'attendait qu'à cette visite-là, surtout dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. L'Alliance des États du Sahel ne doit pas être juste une figuration, il faut que cela soit une réalité. Et avant tout, c'est aussi une visite de reconnaissance parce que le Burkina Faso, à travers le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, a vraiment soutenu le Niger quand la CEDEAO menaçait d'attaquer le Niger. Le capitaine Ibrahim Traoré a été vraiment très décisif. Il a été très décisif. Il a montré toute sa fraternité, toute sa volonté de soutenir le peuple frère du Niger et de collaborer surtout avec les nouvelles autorités nigériennes. Donc, partant de cela, c'est tout à fait normal que le général Tiani se rende à Ouagadougou, d'abord pour remercier tout à fait naturellement, comme selon nos traditions, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, mais pas seulement des remerciements, pas seulement venir dire que merci pour ce que vous avez fait, non, c'est aussi pour tisser une solidarité, mais aussi pour parler surtout des relations diplomatiques et surtout de l'Alliance des États du Sahel, surtout pour le fait que nous avons le même combat à mener. Donc cette visite que moi j'ai beaucoup appréciée, vous avez toujours dit qu'il faudrait que le président Goïta, le président Tiani et puis le capitaine Traoré se mettent ensemble pour que l'AES ne soit pas seulement juste une formalité. Il faut vraiment que l'AES soit une communauté où réellement ces trois pays-là vont collaborer ensemble sur le plan diplomatique, sur le plan économique et sur le plan national. Et moi, je pense que déjà la visite de Tiani, c'est un très bon signal qui montre que la volonté est affichée et les populations doivent accompagner ces présidents-là qui ont vraiment la volonté de faire de l'AES vraiment une communauté. C'est pas seulement un instrument politique pour 2 jours, mais c'est vraiment une communauté qui va remplacer la CEDEAO qui avait été créée par la France et qui aujourd'hui n'a pas sa raison d'être. Donc l'AES vient remplacer vraiment la CEDEAO et c'est pas la CEDEAO avec les autres? AES? Oui, l'AES vient remplacer la CEDEAO, puisque la CEDEAO n'a plus sa raison d'être. De toute façon, la CEDEAO était un instrument impérialiste et l'AES est un instrument endogène de développement. Donc, il faut mettre l'accent sur l'AES et les présidents doivent collaborer dans ce cadre-là pour vraiment que l'AES se consolide et qu'il y ait des projets futuristes. Voilà, on parle de la création d'une monnaie, on parle même d'avions de ligne entre ces États-là ou bien qui pourront même aller à l'international. J'avoue que moi, j'ai beaucoup d'espoir avec l'AES et il faut vraiment féliciter ces
autorités-là qui ont décidé de prendre leur destin en main et le destin même des peuples même du Sahel en main, parce que comme j'ai dit tout de suite, pendant longtemps nous avons manqué de souveraineté. Tout notre mal vient du fait que nous avons manqué de souveraineté. On se laisse balloter par les autres, on ne décide rien, on ne maîtrise rien. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous assumer, de saisir le taureau par les cornes et d'affronter notre destin avec ces 3 présidents qu'il faut beaucoup encourager et féliciter. D'accord, on a compris, Noumou. C'est une visite logique. Hein. Oui, pour moi, c'est une visite logique, mais je voudrais rappeler à Sigré que c'est vraiment une vision superficielle que de croire que la CEDEAO a été créée par la France. Bon, c'est aussi mettre la France sur un piédestal. La CEDEAO est une organisation qui... Bon, ça sera aussi un autre débat. Je pense c'est notre débat qui a été ouvert. Voilà. Mais pour moi, il était temps que le général Tchani vienne remercier son jeune frère, qui a vraiment été, en tout cas, pour beaucoup, dans la consolidation de son pouvoir. Mais pour moi, je vois un petit sujet quand même qu'ils auraient pu discuter. Lequel? C'est la présence de Soro dans le Sahel. Ça, on va y revenir. Je sais qu'on va y revenir, mais... Ce n'est pas ressorti dans les 11 points. Oui, c'est pas... Mais attends. Est-ce que ça pourrait ressortir dans ce point-là? Je vous dis toujours que les autorités disent ce que le peuple peut entendre. Mais ce qu'on dit en bas, ça aussi, c'est autre chose. Est-ce que ça a commencé avec la transition? Non, ça n'a pas commencé avec la... J'ai dit les autorités. Quelle que soit l'autorité, on dit ce que le peuple peut entendre. Mais il y a des sujets qu'on discute pour dire que c'est aussi un point sensible. Parce que ce n'est pas des choses qu'on s'appelle pour dire, bon, allô, on fait comment? Non. Mais si on a l'occasion de discuter, on comprend qu'il y a quand même quelque chose d'assez sérieux qui est présent. Donc c'est aussi ça. Donc le général Tchani, c'est dans une logique claire qu'il doit passer remercier ses jeunes frères, commencer par Bamako, Ouagadougou, et puis discuter des sujets d'alliance et beaucoup de protection. Il y a des sujets en bas. D'accord. Polo Pépin. Oui, je dirais que c'est une visite d'amitié, une visite de travail, de coopération et surtout une visite donc de reconnaissance. Voilà, donc nous avons tous suivi le soutien indéfectible que les 2 pays du Sahel, le Mali et le Burkina, ont apporté au peuple du Niger au moment donc de la traversée du désert, si on peut l'appeler ainsi. Et en même temps, c'est un message que Tchani veut peut-être véhiculer. Et s'il a pu sortir du Niger pour aller dans d'autres pays, cela montre quand même que la situation est maîtrisée. En une journée, aussi, il faut le Oui. La situation est sous contrôle. Bon, si je dis maîtriser, mais la situation est sous contrôle. La situation a vraiment nettement évolué, ce qui est du régime en place. Oui, mais la situation est sous contrôle. Sinon, il n'allait jamais sortir. Ça, je vous le garantis. Voilà. Donc, ça montre que, nous contrôlons la situation à Niamey. Et donc, on peut se permettre quand même d'aller rendre visite à ses frères d'armes et à ses frères de combat. Et donc, je pense que dans une démarche panafricaniste, une démarche de solidarité, que le président nigérien a effectué ses visites. Voilà. Et donc, je dirais que ça permet donc de consolider l'alliance qui a été créée. Voilà, quand bien même on sait qu'il y a déjà des projets novateurs alléchants qui sont donc mis en avant. Voilà. Donc la visite avait toute sa raison d'être au regard de ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il a parlé d'ailleurs d'une AES, d'une alliance qui devrait dépasser la seule question sécuritaire pour embrasser les questions de développement. Et il est aussi revenu sur un élément, il a dit que le Niger est sous sanction depuis juillet. Il a parlé de la tentative d'intervention évidemment militaire, celle de la CEDEAO, et il a rappelé le soutien en tout cas des 2 pays, c'est-à-dire le Mali et le Burkina Faso. Et il a dit que les pays agresseurs, grâce à ce soutien-là, ont décidé de reporter leur agression. Ça a été son terme, de reporter leur agression. Et on a senti aussi dans l'attitude de l'autre, du venu, que la question du 10 décembre, c'est-à-dire la rencontre de la CEDEAO, était un élément qui devait être suivi de près. Quand il parle de report d'agression, comment est-ce que vous le lisez? Et puis, sur la question du 10 décembre, c'est-à-dire que la rencontre de la CEDEAO, est-ce que vous la voyez comment? Ça augure peut-être de dynamique de sanctions nouvelles, ou pour vous d'élargissement et de contraintes moins lourdes? Parce que le président nigérien a été clair, l'embargo pèse
Et il pèse beaucoup. Il compte d'ailleurs sur ses frères pour pouvoir alléger donc, sur les impacts sur ces populations. Sur ce sujet-là, qu'est-ce que vous pensez du propos, c'est-à-dire une agression reportée et aussi l'anxiété par rapport au rendez-vous du décembre, du 10? Oui, je voudrais d'abord répondre à l'honorable Youmou qui refuse les évidences. La CEDEAO est un instrument impérialiste, ça il faut le dire, c'est une certaine réalité. Oui, ok, merci beaucoup. Quand il parle d'agression reportée, là aussi il faut reconnaître que c'est une réalité. Parce que le Niger est une zone très stratégique pour la France. Et je crois qu'ils avaient dit ici que pour reconquérir le Niger, pour que le Niger soit sous le joug de l'impérialisme, la France va battre toutes ses cartes. La France va se donner pour que le Niger ne tombe pas. Parce que si le Niger tombe, c'est pratiquement la fin de l'impérialisme et la fin de la France au Sahel. Donc, quand il dit que l'agression a été reportée, pour moi, c'est comme pour dire que la CEDEAO est prête à attaquer le Niger à tout moment. Effectivement, ça a été reporté parce que ici c'était un rapport de force. La CEDEAO n'a pas renoncé à sa volonté vraiment de déstabiliser le Niger, surtout sur le leadership de Alassane Dramane Ouattara. La CEDEAO n'a pas renoncé. La CEDEAO a constaté que dans la situation actuelle, si elle décide d'attaquer le Niger, elle va perdre. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré affiche sa volonté de détruire le Niger, ainsi que le colonel Goïta, et encore le facteur qui a été même déterminant, c'est le comportement des populations. Toutes les communautés au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont montré qu'elles sont prêtes à soutenir le Niger. Donc c'est face à cette réalité que la CEDEAO était obligée de reculer. Mais la CEDEAO a-t-elle de renoncer définitivement à sa volonté de déstabiliser le pouvoir nigérien? Je dis non. La CEDEAO tient toujours à déstabiliser le pouvoir nigérien. Donc c'est un report. Et pour cela, il faudrait que les trois chefs d'État prennent toutes les dispositions nécessaires. Et pour le 10 décembre, vous l'entrevoyez comment? Oui, pour le 10 décembre, la rencontre du 10 décembre, j'apprends ça ici. Mais même s'il a une rencontre pour le 10 décembre, c'est-à-dire que c'est encore une rencontre pour voir comment il faut planifier les choses à nouveau. Parce que la volonté d'attaquer le Niger reste toujours affichée. La CEDEAO est convaincue qu'il ne faut pas que le Niger tombe. Si le Niger tombe et que le Niger reste dans cette alliance avec le Burkina Faso et le Mali, c'est perdu complètement pour la France. Et derrière tout ça, derrière même cette rencontre du 10 décembre, il faut le dire, c'est toujours la France qui est derrière et qui manœuvre les États de la CEDEAO pour leur dire il faut que vous vous retrouviez et que vous trouviez une solution pour que vraiment je ne perde pas le Niger. Et moi, franchement, ça ne me surprend pas. Ce qui est intéressant dans ça est que les trois chefs d'État sont conscients des enjeux de cette rencontre-là et que les trois chefs d'État même ont décidé de devancer l'Ouganda dans l'eau, de prendre les devants pour contrecarrer toute velléité de déstabiliser le peuple nigérien. C'est en cela qu'il faut vraiment remercier ces dirigeants-là qui ont assumé vraiment, qui ont décidé vraiment de s'assumer et d'affronter les taureaux par les cornes pour la souveraineté des peuples du Sahel. Donc, docteur Le Pépin, sur ces deux éléments, agression reportée et puis les craintes par rapport à la rencontre de la CEDEAO qui arrive. Oui, quand moi je dis que la situation est sous contrôle, et cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problème. Ça au moins c'est clair. Voilà, donc dans une situation de conflit, donc un camp peut à un certain moment arriver donc à contrôler la situation. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Mais bon, comme je l'ai dit au départ, moi je n'avais pas cru vraiment jusqu'ici à une intervention militaire au Niger. Je l'ai dit ici et je le maintiens. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que la CEDEAO donc a enterré la hache de guerre. Ça au moins c'est clair. Il ne faudra pas qu'on se leurre à ce niveau. Voilà. Et donc il faut rester toujours vigilant. Mais je vois que la rencontre du 10 décembre, en tout cas tel que je comprends, et déjà la CEDEAO va hausser le ton au niveau donc du calendrier à mettre en œuvre. Ils vont exiger, la CEDEAO va exiger de la gente un calendrier obligatoire, clair pour la transition, compte tenu du fait que l'option militaire tarde à venir, voilà, et je dirais même que ne viendra pas sous la forme telle que la CEDEAO voulait l'envisager, ça ne viendra pas, même si l'option militaire doit venir, mais peut-être c'est une autre forme qu'on n'a pas encore. Justement, demander un calendrier, c'est déjà évoluer dans la posture, c'est-à-dire que le retour de l'ancien régime, c'est à oublier, c'est accepter qu'il y a un régime qui est là, qui devrait organiser, peut-être même très vite à faire revenir un ordre normal, mais au moins, c'est lui concéder qu'il est là. Oui, mais ça c'est clair. Non, aujourd'hui, il faut dire que quand même, je dirais que c'est une défaite provisoire pour la CEDEAO. Il faut avoir le courage de le dire clairement, c'est une défaite provisoire. Mais cela ne veut pas dire que la bataille est terminée. Voilà. Mais aujourd'hui, la CEDEAO n'a pas le choix
que d'exiger des militaires au pouvoir, du pouvoir militaire, un calendrier, comme elle a toujours l'habitude de faire, et d'exiger la libération de Bazoum, même pas le retour de Bazoum. C'est un sujet qui paraît caduc. Voilà. Voilà. Mais au moins sa libération, là, c'est d'avoir toujours demandé, même pas le retour. Ça, oui, reporter, oui. C'est clair. Les agressions reportées. Une agression reportée. C'est reporté. Mais si le président, ou disons le général Tchani, il dit ça, c'est qu'il a des informations claires qui montrent que la CEDEAO n'a pas abandonné et la CEDEAO certainement n'abandonnera pas. Peut-être que la rencontre du 10, ce que moi je peux interpréter de la rencontre du 10, ça ne va pas seulement concerner le Niger, ça va aussi concerner les autres États. Parce qu'ils vont faire le bilan de toutes les transitions et certainement sortir des recommandations et des exigences, notamment les calendriers et tout ça. Certainement que la Guinée sera concernée, le Mali, le Burkina, peut-être même particulièrement le Burkina, ils pourront y mettre des pressions. Mais ce que je crains pour la rencontre du 10, qui, je dirais, c'est ça qui a modulé le voyage du général Tchani, c'est que la CEDEAO soit encore prête à prendre des sanctions. Ça aussi, il faut craindre qu'il y ait des sanctions, peut-être contre le Niger comme contre le Burkina ou le Mali ou la Guinée. Donc c'est pour ça qu'il insiste pour qu'ensemble ils regardent comment faire face en cas de cas, pour que on puisse encore se donner la main pour surmonter cette épreuve. Voilà comment moi j'interprète les événements. Une actualité conçue de près, parce que décembre sera assez déterminant et on va espérer pouvoir être encore là pour l'analyser. Surtout que la CEDEAO n'a plus de médiateur, ni au Burkina pratiquement, ni au Mali. Et bon, en Guinée, je ne sais pas si les médiateurs continuent, mais c'est clair que la CEDEAO va faire un bilan. Il va naviguer à vue et prendre ce sont des pays aussi qui sont suspendus des instances, donc directement n'ont pas mot à dire. Donc ça devient un peu compliqué. Donc, ceci dit, comme je disais, on regardera encore comment la rencontre se fera et puis on pourra aussi opiner aussi sur l'évolution des choses. Il y a un dernier sujet qu'on avait voulu aborder, c'est vrai que le temps lui presse, c'est le retour sur le continent de Soro Kibafori Guillaume. Il a été reçu d'abord par le général Abdraman Tiani, le chef de l'État du Niger, et puis 8 jours après, cité par nos autorités. C'est vrai que dimanche dernier, on en parlait déjà ici, mais c'est un fait. Il a été donc reçu par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et puis suite à sa rencontre avec le président donc, le 21 novembre, l'ancien premier ministre ivoirien, sur sa page Facebook, a affirmé que le Burkina reste une terre d'asile pour tous les opprimés. C'est son poste. Vous le lisez comment? Est-ce à dire, quand il dit terre d'asile pour tous les opprimés, il estime en être un? Est-ce à dire qu'il pourrait poser ses valises ici? Quels pourraient en être les enjeux? Et puis déjà, comment vous regardez cette audience officielle qui a été accordée, puisque on opinait dessus dimanche et ce n'était pas encore le cas? Oui, effectivement, le dimanche parce que je crois qu'on en a parlé. Moi, particulièrement, je vous avais un peu choqué en disant que Guillaume Soro me fait peur. Donc, je reste sur ma position. Vraiment, Guillaume Soro me fait peur. Voilà, parce que c'est quelqu'un, moi, je ne peux pas faire confiance à ce monsieur-là, vu son passé. Ça, c'est vraiment la personne de Guillaume Soro même qui me fait peur. Et vu son passé, je me dis que ce monsieur-là, il faut toujours se méfier de lui. Mais, je comprends sa visite au Burkina Faso, surtout dans le contexte actuel. C'est un enjeu diplomatique. Et comme j'ai dit, la diplomatie, sinon la politique, ce n'est pas de la religion. On ne gère pas un pays pour aller au paradis, comme moi j'aime dire. Voilà, on gère un pays pour défendre les intérêts d'un peuple, les intérêts d'une nation. Et je pense qu'aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré est mieux placé et défend les intérêts du Burkina Faso. On a un autre voisin de l'autre côté qui fait des pieds et des mains pour nous déstabiliser, qui chaque jour, quand il se réveille, on dirait que c'est quel plan il va monter encore pour faire peur aux autorités burkinabées. Bon, Youmi est en train de rire, mais en tout cas, c'est ce que nous constatons ici. Maintenant, vous entrevoyez un Soro qui reste à Ouaga? Non, je ne sais pas s'il va rester à Ouaga ou pas. Je parle de sa visite, de sa rencontre, enjeux, par exemple, de sa rencontre avec le chef de l'État. Les enjeux, c'est que, c'est comme je dis, la présence de Soro ici nous permet de maintenir l'autre par le nez, parce que lui aussi ne maintient pas la cuisse. Voilà, donc on équilibre un peu le jeu, on fait peur à quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, son adversaire le plus redouté, c'est Guillaume Soro. Quand il entend Soro, même déjà, il sursaute et puis il a peur. Mais comme nous sommes à 2 ans des élections, et comme actuellement il cherche à
savoir qui il va, puisque tout montre que tout laisse croire qu'en 2025, il ne peut pas se positionner lui-même. Il faut qu'il cherche, comme on appelle, un dauphin pour se positionner en 2025. S'il n'arrive pas à trouver ce dauphin, Guillaume Soro pourrait même se présenter en 2025 et puis prendre le pouvoir, alors que c'est ce qu'il ne veut pas entendre. Donc, le fait que nous avons Guillaume Soro ici, la présence même de Guillaume Soro avec le chef de l'État, déstabilise déjà de l'autre côté, qui a des insomnies, qui dort mal, qui n'arrive pas à bien monter ses plans. Et nous avons besoin un peu de cette accalmie pour pouvoir faire la guerre. Donc, pour le moment, c'est prénable. Mais je termine en disant, Guillaume Soro n'est pas un homme à qui il faut accorder une entière confiance. Ça, je le dis. Nimou qui sourit déjà. Allez, voilà. Je souris parce que l'écrivain professionnel dit aux dirigeants de ne pas chercher le paradis. C'est dire de ne pas être vertueux. Bon, je ne sais pas, il y a beaucoup de paramètres. Bon, c'est peut-être une boutade. Mais pour moi, je rappelle que j'avais dit que Guillaume Soro bénéficie en tout cas d'un vent dans le Sahel qui est favorable à lui et que sa présence au Niger, naturellement, c'est de concert avec les autres, notamment Goïta, Capitaine Traoré, et puis Tchani. Mais bon, sa venue ici, c'est quand même assez difficile. Mais pour moi, c'est dire que les États du Sahel, les 3 États, en tout cas, veulent utiliser Soro comme, en tout cas, bouclier face à la Côte d'Ivoire ou à Alassane Dramane Ouattara qui... Mais quel type de bouclier pourrait être lorsqu'on oui. sait que lui-même il reconnaît être fatigué de l'exil et qu'il a été traqué par ce dernier-là jusqu'à se retrouver en asile retranché quelque part. Et donc quelqu'un qui a souffert comme ça Alassane, comme il le dit lui-même, en quoi est-ce qu'il peut constituer un bouclier? Non, quand déjà tu es au Sahel, et notamment au Burkina, au Mali ou au Niger, tu respires déjà l'air frais de la lagune ébriée. Ça, c'est déjà un pas. C'est quelque chose d'important. Mais n'oublions pas qu'il a parlé de son passé. C'est quelqu'un qu'on peut toujours mettre en branle, qu'on peut toujours lancer, qu'on peut toujours... Donc, Alassane est conscient de ça. Et du coup, les chefs d'État aussi sont conscients de ça. Ben, si tu nous menaces à répétition, comme je l'avais dit la fois dernière, il y a eu le bras de fer entre Goïda, Alassane, le Mali et la Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a tout ce rappel sur les tentatives venues de la Côte d'Ivoire, si c'est avéré, et l'engagement personnel d'Alassane dans l'intervention militaire au Niger. Bon, ça montre quand même que l'homme réunit les 3 et que les 3 devaient se mettre ensemble aussi pour avoir quelque chose qui peut le déranger. Donc voilà un peu comment on peut. Mais ce qu'il faut aussi voir, si on a suivi les images, si je me maintiens aux images, moi j'ai vu que peut-être que le capitaine Traoré a reçu Guillaume Soro en tant que chef de l'État, mais plutôt en tant que président du MPSR. Parce qu'à ses côtés, nous avions en tout cas les deux autres visages de cette nouvelle forme de révolution au Burkina, à savoir le capitaine Yabré et le capitaine Soro. Ils étaient là. D'ordinaire, je pense que quand il s'agit d'une question diplomatique, il y a quand même un diplomate qui accompagne. Si ce n'est pas la ministre, il peut avoir son délégué qui peut venir pour accompagner. Bon, mais pour moi, j'ai vu une réunion. Mais ce qui m'a un peu plus tiqué, c'est qu'après la rencontre avec le chef de l'État, il a été reçu aussi par le directeur général de l'ANR en sa qualité, donc en tout cas, voilà. Donc c'est ça qui me fait un peu bizarre. Docteur Le Pépin, dans quoi vous inscrivez cette audience-là et quelle lecture vous en faites? Moi, j'inscris cette audience-là dans une volonté, un souci d'équilibrer les rapports avec Abidjan. Voilà, et nous sommes tous témoins ici de la belligérance manifestée et de la belligérance répétée de la Côte d'Ivoire envers les États du Sahel. On a vu l'affaire des 49 soldats au Mali et on a vu aussi comment la Côte d'Ivoire était donc à l'avant-garde de la lutte pour le retour de Bazoum au pouvoir, avec des menaces ouvertes et je dirais une déclaration de guerre même contre le Niger. Voilà. Et on a vu aussi comment aujourd'hui la Côte d'Ivoire abrite donc des opposants burkinabés qui sont restés toujours actifs, voilà, et qui mènent des activités subversives contre ce régime. Donc du coup, et quand on regarde de près, on se rend compte que aujourd'hui la Côte d'Ivoire quand même constitue une menace pour les États du Sahel. Ça, au regard des faits que je viens d'énumérer. Donc pour contrebalancer donc la situation, et qu'est-ce qui se passe? Et voilà, on brandit le spectre Soro.
Voilà, et puisque nul ne détient le monopole de la nuisance dans une société, même au niveau international. Donc c'est un message adressé à Ado. Et si, à la Côte d'Ivoire, si vous voulez nous nuire, nous aussi nous avons de quoi vous nuire. Mais jusqu'à... Parce que, je veux dire, oui. Soro qui dit que le Burkina est une terre d'asile pour les opprimés, oui. Qu'il y soit, oui. qu'il soit reçu ici, ça ne dérange pas qu'il y pose ses valises. Oui, mais si Guillaume Soro, en venant au Burkina ici, ou bien les États du Sahel, mais c'est comme son Bouribana. Mais il dit qu'il était en train de courir, il était traqué de gauche à droite, mais arrivé ici, l'exil est fini. L'exil est fini. Voilà, c'est son Bouribana. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Là, ça ne dérange pas, nous peut-être. Voilà, mais maintenant, dire que ça dérange une certaine opinion. Au regard donc de ce qui s'est passé récemment, voilà, après donc le coup d'état de Djendjéré, il a un passif à solder avec une certaine opinion burkinabé. Ça au moins c'est clair. Et Guillaume Soro doit travailler à se réconcilier avec ce peuple. Si vraiment il veut vraiment toujours continuer donc à être en bon terme avec le Burkinabé. Donc pour terminer, Nyoumou, moi l'affirmation de Soro, moi je pense qu'il fait sa propre prophétie, hein. Parce que je suis jeune, mais quand même un peu de l'histoire. Je sais que Laurent Gbagbo a été en exil au Burkina. Et après est devenu président de la Côte d'Ivoire. Alassane lui-même était en exil au Burkina. Après est devenu président de la Côte d'Ivoire. Lui aussi, s'il vient en exil au Burkina, il espère être peut-être probablement le prochain président. Donc c'est faire sa propre prophétie. Quand il affirme que, bon, voilà. Sa présence ici fait peur. Ouais. Puisque la rébellion en Côte d'Ivoire, le Burkina était la base arrière. Tout est parti de là pour qu'ils aient le pouvoir. On l'a compris. Voilà. Donc c'est le retour à la source, ça fait peur. Ça présente peut gêner. Ça peut gêner. Et d'autant plus que son alter ego, par exemple, Chablé Goudé, qui avait une rencontre d'anniversaire, rien que ce week-end, a vu son événement annulé parce que, dit-il, la sécurité a été claire avec lui. Il y a des risques sécuritaires, cela lui a été expliqué de façon directe, donc il devrait surseoir. Il a dit... pour être républicain, il a été de quel risque sécuritaire il parle? Est-ce que tout cela c'est lié? C'est des questions qu'on pourrait se poser. En tout cas, merci d'avoir été avec nous pour vos clés de lecture. Merci à vous, Bourima Nyoumou, d'être passé. Je vous rappelle que vous êtes membre du PPS, Parti panafricain pour le salut, ancien député maire de Houndé. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous, Adama Sigiri, écrivain, coordonnateur du RISA, Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Merci. Merci, voilà, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Merci aussi à vous, Olo Pépéyen, sociopolitologue, enseignant-chercheur au CNRST. Merci. Merci, va. Et on dira encore merci à Jonas Hier qui était avec nous pour le premier sujet, le directeur des programmes de Orcade. On va continuer ce JDS, journal du dimanche au soir, avec une autre rubrique, c'est celle société. Et pour cette partie société, nous allons aller au lycée Vénégré de Ouagadougou. On va essayer d'entrer dans l'univers des agents de vie scolaire, mieux comprendre leur mission, le contexte parfois délicat de leurs interventions. Les cas d'indiscipline aujourd'hui sont nombreux et pourtant, il faut faire régner l'ordre. Et c'est Mamid Gana Kamombo qui, avec sa caméra, nous fait vivre tout cela. Lycée municipal Vénégré de Ouagadougou. À l'entrée, nous rencontrons Amado Simporé, attaché d'éducation. Sa mission est de gérer la discipline des élèves et d'assurer leur scolarité. Il est 6h55. 5 minutes avant la sonnette, Amado Simporé interpelle les élèves sur la propreté. Quelques minutes plus tard, c'est un établissement calme ou presque. La plupart des apprenants sont en salle. Occasion pour les agents de la vie scolaire de rappeler le règlement intérieur pour les nouveaux élèves, s'assurer du port effectif de la tenue scolaire ou encore interpeller les élèves en retard. Dans cette classe, certains élèves ont dérobé à la règle. Un groupe d'élèves est interpellé pour son retard. S'il y a un professeur qui s'absente pour une raison quelconque, les élèves, ce n'est pas une raison pour les élèves aussi de s'absenter. Ils doivent rester en classe. C'est là-bas qu'ils doivent être. Ok? Voilà. Donc, ne dites plus que le professeur a dit qu'il n'allait pas venir à 7 heures.
Voilà pourquoi nous sommes venus à 8 heures. Celles qui n'ont pas porté la tenue se voient appliquer les mesures punitives conformément à la réglementation. Aussitôt la punition levée, elles tentent de se justifier. Parce que je suis nouvelle ici. Je ne savais pas qu'on ne mettait pas les t-shirts, le jersey. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas mis le tenue kaki. Des arguments qui ne conviennent pas à Amado Kaboré, conseiller d'éducation au lycée municipal Vénécré. Je ne peux pas la croire parce que elle n'est pas crédible. Dans la mesure où ses camarades sont en tenue kaki et que ce n'est pas la première fois qu'elle vient à l'école ici au Vénécré. Ce n'est pas le premier jeudi, n'est-ce pas? Le règlement intérieur de cet établissement stipule que lorsqu'un élève est en retard, il doit se présenter à la direction de la vie scolaire. Un billet d'entrée est délivré à l'élève pour avoir accès en classe. C'est le cas de plusieurs élèves ce jeudi matin. Ici encore, les agents de la vie scolaire interpellent d'autres élèves pour le même reproche. Tout ce que vous dites là, ce n'est pas fondé. Il n'y a pas de preuve. On peut dire, n'importe qui peut dire ça. Chaque fois, je vais contrôler la liste là. La liste là, celui qui vient, on ne prend pas plus de deux fois. C'est une matinée mouvementée pour les agents de ce corps. Selon eux, gérer la discipline des élèves est une lourde tâche à accomplir au quotidien. Leur travail commence dès l'arrivée des élèves et même pendant les heures de cours. Ces agents sont chargés de sillonner l'établissement à la recherche des élèves qui parfois sèchent les cours. Maintenant, si vous vous cachez à quelque part, bon, ça dénote d'une paresse. Parce que vous ne voulez pas vous présenter de peur ou de crainte qu'on vous donne quelque chose à faire en attendant, c'est ça. Mais ça ne marche pas. Pendant que certains agents interpellent les élèves, d'autres traitent les dossiers des élèves en classe d'examen. Nous rencontrons des difficultés puisque les élèves n'amènent pas les dossiers en temps. Dans les troisièmes, même, il y a beaucoup qui n'ont pas encore remis les dossiers. Alors que la date qu'on avait donnée là, c'est expiré. Comme tout métier, les assistants, attachés et conseillers d'éducation qui relèvent de la vie scolaire rencontrent des difficultés sur le terrain, les empêchant d'accomplir efficacement la tâche qui leur est assignée. Des témoignages reçus, certains élèves emportent l'alcool à l'école, d'autres parfois des téléphones portables, pourtant interdits au sein de l'établissement. Le conseiller principal d'éducation au lycée municipal Vénécré interpelle les parents d'élèves à les accompagner dans l'éducation des enfants. Et en matière d'éducation, les parents doivent nous aider parce qu'on dit que la famille, c'est la cellule éducationnelle de base de la société. Voilà. Si la famille est la cellule éducationnelle de base de la société et les parents eux-mêmes démissionnent, et chacun, là où il est, doit vraiment, au niveau de la famille, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de l'école, essayer donc de se donner, être très vigilant, éduquer l'enfant pour que la rue ne prenne pas le dessus. Au regard des tâches accomplies au quotidien, ces agents constituent un maillon important pour l'établissement. Le proviseur du lycée se réjouit du travail de ses collègues. Des encouragements à leur endroit pour le travail colossal qui a abattu au quotidien et surtout les exhorter à plus d'ardeur dans le travail. Parce que nous savons que gérer un établissement avec cet effectif d'élèves ne relève pas du tout d'une chose très aisée. Mais nous voyons au quotidien comment ces agents-là, n'est-ce pas, mettent le paquet donc, pour pouvoir assurer l'ensemble de leur mission. Pour un total de 2839 élèves, le lycée municipal Vénécré compte 15 agents de la vie scolaire. Un nombre insuffisant au regard de l'effectif des élèves. Ces derniers invitent donc leur ministre de tutelle à œuvrer pour l'augmentation du nombre afin d'offrir de meilleurs services aux élèves.
Après donc, cette incursion dans cet univers, un autre sujet que nous avons d'ailleurs annoncé en titre et que nous avons à présent abordé, 14 auto-écoles non agréées opérant dans la ville de Ouagadougou ont été fermées, et ce après une descente effectuée par le directeur général des transports terrestres et maritimes, le colonel Kanou Koulibaly. C'était le mardi 7 novembre dernier. Et pour cette sortie, la fermeture a concerné plusieurs auto-écoles des quartiers Gungain, Pissi, Sondogo, Boissa, Nagrin, Garguin, Karpala, Ranyongo, pour ne citer que cela. Et pour aborder ce sujet et bien d'autres qui sont liés à cette direction, nous avons donc la direction générale des transports terrestres et maritimes qui est notre invité, et nous recevons donc Bawen Mangue Zungrana. Il est le directeur de la circulation routière et de la normalisation. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir. Et je suis avec David Nana pour animer cette page-là. Merci d'être avec là. Bonsoir M. Evra, bonsoir aux téléspectateurs de Turi TV. Voilà. Je vais vous permettre de poser la première question d'ailleurs. D'accord, merci bien. Merci aussi pour avoir accepté notre invitation. Peut-être revenir un peu sur les bases, donc question de pédagogie. Quelles sont les missions qui sont assignées à la DGTTM et quels sont essentiellement les documents que vous délivrez aux populations? Ok, merci bien et bonsoir chers téléspectateurs. Il faut noter que la Direction générale des transports terrestres et maritimes assure la réglementation, la professionnalisation, l'organisation et le contrôle des politiques en matière de transport routier, ferroviaire, rural et fluvial. Donc, nous, en tout cas, on délivre des titres de transport, mais la majeure partie des titres qu'on délivre, c'est les immatriculations qu'on appelle carte grise et les permis de conduire. Donc, les cartes grises, c'est pour dire que si tu payes une moto, un véhicule automobile, tu dois l'immatriculer. Il doit avoir une immatriculation qui permettra vraiment d'identifier le propriétaire, sa résidence, etc. D'accord. On a tout à l'heure planté le décor de ce que vous avez mené comme, on va dire, opération terrain, et ça en est suivi la fermeture de 14 auto-écoles. Nous apprenons qu'elles sont illégales. Qu'est-ce qui leur manquait comme document? Ou bien c'était des auto-écoles qui avaient pion sur rue sans en avoir la permission, sans avoir pris aucune précaution. Qu'est-ce que c'était? Ok, donc merci bien. Il faut noter que ce sont des annexes d'auto-école qu'on a fermées. Donc l'annexe ou bien le circuitial, c'est une représentation située en dehors du siège. D'accord. Donc, mais pour ouvrir l'annexe d'auto-école, il faut une autorisation délivrée par le directeur général des transports terrestres et maritimes. Voilà, donc, il n'avait pas. Si tu n'as pas l'autorisation d'ouverture, tu ne dois pas en tout cas ouvrir une auto-école. Mais quand on voit ce qui s'est passé, c'est que certains reconnaissaient eux-mêmes qu'ils étaient dans l'illégalité. Oui, affirmatif. Il faut noter que la licence d'exploitation d'une auto-école te donne droit à ouvrir des annexes un peu partout dans le Burkina Faso, mais conformément à la réglementation en vigueur. Donc, pour ouvrir une auto-école, il faut d'abord avoir justifié des capacités professionnelles. Voilà. Il faut avoir des véhicules répondant aux normes. Il faut vraiment avoir des locaux aussi répondant aux normes. Donc, avant d'ouvrir l'auto-école. Une fois que tu as tout ça, tu demandes une inspection, on va inspecter. Si l'inspection est concluante, on te délivre une licence d'exploitation avant que tu ne commences l'exploitation de l'auto-école. On a vu que le premier jour, c'était 14 auto-écoles qui ont formé. Est-ce que ça s'est poursuivi? Oui. Il faut noter que à la date du vendredi 24 novembre 2023, on était à 101 auto-écoles fermées. Donc, et ça se poursuit. Donc, dès la semaine qui va prendre demain, on va poursuivre jusqu'à, en tout cas, la dernière auto-école en norme. Donc, si on comprend bien, d'après vos explications, les écoles qui ont été fermées, ce sont des annexes. Ce sont des annexes. Sinon, pour les autorisations pour le siège principal, ces écoles sont en règle. Elles sont en règle. C'est seulement les annexes. Voilà. De façon générale, au Burkina Faso, quand on fait le choix d'ouvrir une auto-école,
quelles sont les dispositions qu'il faut prendre? Ok, très bien. Alors, donc il faut noter que l'ouverture d'une auto-école est subordonnée par l'obtention d'une autorisation d'ouverture ou une autorisation préalable d'exploitation. Donc cette autorisation est accordée aux personnes physiques ou morales. Donc cette autorisation d'ouverture également ne te donne pas droit à l'exploitation. Donc mais maintenant, comment faire pour avoir l'autorisation d'ouverture? Donc il faut être de nationalité burkinabé ou bien être membre de l'UEMOA, de la CEDEAO, ou bien dans un pays test qui accorde la réciprocité. Donc il faut être inscrit dans le registre du commerce avec la mention auto-école. Il faut avoir une bonne moralité, il faut justifier d'une capacité professionnelle. Donc une fois que tout ça s'est réuni, tu constitues ton dossier, tu adresses une demande au ministre chargé des Transports. Donc il y a un comité technique qui est là, qui est chargé d'examiner les dossiers de demande d'ouverture des auto-écoles. Donc quand on va examiner ton dossier et le dossier vraiment est concluant, on va faire un rapport et puis un projet d'autorisation d'ouverture sera rédigé et sera soumis en signature à monsieur le ministre des Transports. Donc une fois que tu as l'autorisation d'ouverture, qu'est-ce que tu fais? Tu fais les investissements nécessaires. Donc avoir le local, et avoir les véhicules, le personnel technique, tu réunis tout ça et tu demandes à nouveau une inspection technique. Donc le comité va venir inspecter tes locaux, le véhicule. Si c'est concluant maintenant, ils vont faire un rapport et maintenant des projets d'arrêté portant octroi des licences d'exploitation seront rédigés et soumis à la signature au ministère des Transports. Donc une fois maintenant que tu as cette licence d'exploitation signée par le ministère des Transports, tu viens au niveau de la DGTTM, on va t'attribuer un code. Donc une fois que tu as ce code, tu peux commencer l'exploitation de l'auto-école. D'accord. Je voudrais bien comprendre quelque chose. Vous disiez qu'il y a un peu plus de 100 écoles qui ont été fermées. Mais c'est des écoles qui exerçaient, c'est-à-dire c'est des annexes qui exerçaient, qui ont peut-être même eu l'occasion de délivrer, n'est-ce pas, ou de permettre à leurs apprenants d'aller obtenir parfois le permis de conduire. Qu'est-ce qu'il en est pour ces derniers, ceux qui ont bénéficié de ce permis de conduire en étant dans ces annexes-là? Non, bon, ça c'est pas un truc. Par exemple, ils inscrivent comme ces candidats sur le compte du siège. Donc on ne peut pas savoir que ce candidat vient de l'annexe de Toudoubou, de Rayongo, ainsi de suite. Ça veut dire que c'est le siège. Ils viennent inscrire les candidats au niveau du siège. Ils sont un peu partout dans la ville, mais ils prennent les dossiers, viennent au niveau du siège et les inscrivent. Donc on ne peut pas savoir. Alors, et parce que quand on regarde, on se dit, bon, sûrement c'est que peut-être il y a des failles dans votre contrôle. Ça veut dire que pour résorber ce phénomène, il faut toujours des actions terrain comme ça pour venir de façon inopinée, demander si vous avez les documents. Voilà, donc il faut noter que dans la dynamique où nous sommes lancés, il y aura vraiment un comité qui sera là pour vraiment les sorties terrain. Donc seul le contrôle peut vraiment identifier ces auto-écoles hors normes et maintenant travailler à ce qu'ils soient vraiment en règle. Alors que tout à l'heure, vous disiez pour les auto-écoles, il y a un minimum aussi, même dans l'encadrement, il y a des exigences dans l'encadrement et du nombre d'encadreurs. Oui, absolument. Est-ce que pour comment on appelle cela, ces agences qui sont un peu créées ici et là, quand vous avez fait cette sortie terrain-là, ils étaient à ces normes-là? Au-delà des questions papier? Au-delà, non, je ne pense pas. La majeure partie, c'était vraiment irrégulier. Donc, par exemple, les moniteurs et les enseignants de la conduite n'étaient pas qualifiés. Et souvent, même les locaux aussi, on regarde, souvent c'est dans des DITOL. Bon, c'est pas, il faut un minimum de conditions d'apprentissage. Il faut mettre les candidats et vraiment en état d'apprentissage. Si dans DITOL, on ne peut pas bien apprendre. Et maintenant, il faut noter que, comme on dirait, il y a un programme national d'enseignement qui est là.
Donc ça veut dire qu'il ne suffit pas de donner, faire lire les panneaux, après on fait les diapositives, oui, A, non, B, tu viens, tu as ton code de la route et puis bon, c'est fini. Non, il y a tout un programme. Donc il faut vraiment des personnes qualifiées, en tout cas qui peuvent dispenser le cours comme il se doit. Notez bien une chose, il faut noter que au-delà vraiment de l'aspect pécuniaire des auto-écoles, il faut mettre en avant la sécurité routière. C'est très très bien, parce que un candidat mal formé, c'est vraiment bon, entre griffins, c'est un criminel pour les autres usagers. Mais ça devient problématique aussi, voilà. Quoi qu'on dit pour le demandeur des services, celui qui veut avoir son permis, parce qu'il vient, il ne sait même pas que l'école qu'il a là ne respecte rien. Il ne sait même pas que le moniteur qu'il a en face de lui voilà, ne met pas en qualité pour pouvoir l'enseigner. Comment est-ce que, quel message vous donnez à ceux-là qui viennent, qui cherchent à avoir un permis? Comment ils font? Ils viennent, ils demandent des papiers aussi, ou bien il y a un listing qui est fait par le ministère? Comment est-ce que l'usager s'en sort dans tout ce faux qu'il y a des fois? Ok, très bien. Alors, il faut noter que présentement, nous sommes en train d'identifier toutes les auto-écoles, la géolocalisation, les documents nécessaires si l'auto-école est régulière ou bien irrégulière. Donc, nous sommes en train de créer une plateforme qui sera vraiment, s'il plaît à Dieu, en ligne. Okay. Et maintenant, l'usager, il pourra vraiment, en un clic seulement, savoir si l'auto-école qui est à côté de ce mois, est-ce qu'elle est régulière ou bien elle est irrégulière. Mais en attendant, il faut attendre. Donc, en attendant, logiquement, c'est ce qu'on exige souvent au niveau des auto-écoles là. Si tu as l'autorisation, tu dois vraiment avoir l'affiché dans la salle de cours ou bien à l'entrée ou bien sur le tableau d'affichage. Voici l'autorisation de l'auto-école. Dès que tu arrives seulement, logiquement, tu dois trouver l'autorisation d'exploitation de l'auto-école affichée. Moi, c'est une question aussi qui m'emmène à aller un peu dans le fond de façon structurelle, parce que là vous dites que quelqu'un, c'est un cas concret, hein, il est parti dans l'annexe qui n'est pas aux normes, il va faire non A8B comme vous le dites, il a son permis mais visiblement il n'est pas bien formé. Est-ce que ça ne remet pas aussi en cause notre système de délivrance de ces permis-là? Alors, parce qu'il est mal formé visiblement, mais il s'en sort. Alors, donc c'est pour cela que j'étais en train de vous dire, il y a un programme national qui est là, d'enseignement. Donc, il faut noter que dans la dynamique où nous sommes lancés, c'est vraiment travailler à ce que les auto-écoles puissent respecter ce programme national. Donc, mais il faut un préalable. Donc, il faut que vraiment les gens qu'on va recruter soient qualifiés. Donc, alors, il faut noter qu'il y a le centre de formation, le CEFTRA, qui forme les moniteurs. Donc, il faut vraiment que la majeure partie de tous ceux qui vont enseigner la conduite des véhicules automobiles passent par le CEFTRA pour obtenir le diplôme qu'on appelle le KPK. Donc, une fois qu'il y a ce bagage intellectuel-là, donc on peut vraiment obliger, par exemple, les auto-écoles à appliquer point par point le programme national d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur. Peut-être un peu plus large, parce que au départ vous nous disiez un peu quels sont les documents que vous délivrez avec les différents services qui sont demandés. Okay. Mais quand on parle souvent de la DGTTM, il y en a qui reviennent sur les plaintes parce qu'il n'y a pas de célérité dans le traitement. C'est des éléments qui reviennent sur vous. Ok, très bien. Alors, il faut noter que effectivement, il y a souvent, on entend parler de ça, mais le traitement des dossiers doivent être faits de façon vraiment minutieuse. Okay. Je prends un exemple, les dossiers d'immatriculation des véhicules comme ça. Donc, une fois que vous prenez des dossiers de demande d'immatriculation des véhicules, il faut vraiment procéder à des vérifications minutieuses, parce que les gens sont des génies en convention du faux. Donc, ils peuvent vraiment nous présenter des faux documents douaniers. Donc, à ce moment, nous, on va blanchir, par exemple, ce qui est faux. Une fois que le véhicule est immatriculé, c'est déjà fini. Donc, il faut procéder à des vérifications. Alors, il faut noter que ces vérifications, c'est visuel. Souvent, nous sommes obligés de ramener les dossiers au niveau de la douane pour authentification. Ça aussi, ça peut prendre du temps. En plus, il faut noter aussi que notre système
a souvent des difficultés techniques. Si vous vous souvenez bien, en septembre, là, il y a eu un communiqué qui disait que notre système était vraiment... Il y a eu un problème technique et puis on avait suspendu les productions. Donc, mais les services techniques travaillent vraiment à pied dur pour ramener les délais vraiment à la normale. Et que, bon, je vais profiter en tout cas de ce plateau, vraiment les féliciter parce que chacun se donne à fond pour vraiment ramener les choses à la normale malgré les difficultés qui existent. Voilà. Et puis, après je vous laisse aussi une dernière question. Moi je pose la mienne, la dernière. C'est que souvent, pour faire appel aussi à vos services, ce n'est pas caché, hein. Oui. Il y a des intermédiaires, très souvent. Oui, absolument. C'est reconnu. C'est une façon de fonctionner, ça ne risque pas d'impacter, dites-nous. Alors, il faut noter que la Direction générale des transports, c'est un service public à public et que, bon, par exemple, souvent même, nous tous qui sommes ici, on a besoin vraiment d'un titre de transport, j'ai payé un véhicule, mais je n'ai pas le temps et on va appeler quelqu'un, il faut venir, tu fais les courses parce que je n'ai pas le temps. Alors, les intermédiaires ou encore appelés démarcheurs, ils ne sont pas vraiment reconnus officiellement. Il n'y a pas d'intermédiaire agréé? Non, pour le moment, il n'y a pas d'intermédiaire agréé. D'accord. Mais notez bien une chose, il y a un arrêté qui a été pris pour en tout cas les organiser. Et, c'est comme on voulait créer un nouveau métier appelé les courtiers des services de transport. Okay. Donc, ces courtiers auront des agréments et maintenant, avec ces agréments, ils feront l'interface entre l'usager et les services des transports. Donc, si vous voulez, par exemple, immatriculer votre véhicule, il suffit seulement d'appeler quelqu'un qui a l'agrément et puis il va faire les trucs là sans problème. Donc c'est un processus qui est en cours, mais bon, ça peine d'être opérationnalisé, mais on n'en fait que dans les jours à venir et ça peut voir les jours. D'accord, dernière question pour vous. À tort ou à raison, on vous reproche très souvent d'être un des services où la corruption circule beaucoup. On voit aussi que certaines directions, pour peut-être pallier aux problèmes, utilisent les nouvelles technologies. Vous, à votre niveau, est-ce qu'aujourd'hui on intègre les nouvelles technologies pour peut-être éviter ces cas de corruption? Ok, merci bien. Alors il faut noter que au niveau de la Direction générale des transports terrestres et maritimes, notre innovation, nos ambitions vraiment, c'est la digitalisation des procédures métiers. C'est-à-dire, si je veux, par exemple, immatriculer mon véhicule, je suis assis à la maison et puis, en tout cas, je fais le tout. Donc, je soumets les dossiers à partir de mon téléphone ou bien. Donc, c'est ça que nous sommes en train de vouloir vraiment venir. Que ce soit le paiement, on va le payer on va faire le paiement en ligne. Le permis de conduire aussi. Et il y avait un projet qui était en cours et l'informatisation des examens de permis de conduire. Donc tu viens pour faire l'examen et tu es devant l'ordinateur, tu passes l'examen, à la fin tu sors dehors, tu vas voir tes résultats en partant. Donc tout ça, s'il n'y a plus la manipulation des documents, je pense que ce problème de corruption là, ça va terminer. C'est parce que les gens manipulent trop les documents et ils manipulent aussi, pour venir payer, ils manipulent l'argent. Mais s'il n'y a plus ça, donc je pense que la corruption là va venir et va terminer. Voilà. En tout cas, vivement cette digitalisation et aussi pour la question donc des auto-écoles, cette plateforme-là qui permettra en tout cas aux usagers d'être plus sereins dans leur dynamique d'approcher ces auto-écoles-là, sachant que ceux vers qui ils vont sont ceux-là qui ont l'agrément. En tout cas, merci pour les efforts qui sont faits et merci à vous d'être venu éclairer notre lanterne sur ces sujets. En tout cas, je rappelle que vous êtes Bawen Manegré Zungrana, directeur de la circulation routière et de la normalisation à la Direction générale
des transports terrestres et maritimes. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Okay, merci bien. Merci aussi à vous, David Nana. Et on espère vous recevoir à nouveau encore, peut-être pour pouvoir... Parce qu'il y a beaucoup d'autres questions sur lesquelles on pourrait revenir. Ok, pas de toute façon. En tout cas, merci. Elle est disponible pour... Et nous aussi. Voilà. La dernière des rubriques pour ce qui est de ce JDS, c'est la partie sport, et c'est maintenant. Il y a en gros 10 jours, et 28 clubs signaient une pétition, et il y avait beaucoup de récriminations qui étaient faites au président de la Fédération burkinabé de football, seulement 3 jours après la publication de leur pétition, et malgré les tentatives de conciliation, les 28 clubs sont restés inflexible. Il faut rappeler que le lundi 20 novembre dernier, une délégation de facilitateurs conduite par le président du comité national olympique et des sports burkinabé, CNOSB, Jean Yaméogo, une médiation a été tentée pour amener la sérénité au sein de la famille sportive, mais au terme d'une journée qui avait été aussi intense, il faut le dire, en discussion, eh bien, les clubs sont restés campés sur leur position. Et pourtant, il y avait eu plusieurs arguments qui avaient donc été avancés. Les négociations devaient reprendre le mardi 21 novembre pour trouver un compromis. Et donc la situation reste toujours difficile. Et une question que nous nous posons, c'est comment est-ce que les clubs de 3e division se positionnent donc sur le sujet. Nous allons recevoir tout à l'heure Jean-Baptiste Nana, président de Kyogen FC. Il est membre du collectif des clubs de Ligue 3. Il est notre invité avec Claude Ramba. Et peut-être que si la région nous permet, on va peut-être revivre ce qui s'est passé donc lors de cette tentative de médiation. Novembre dernier, 28 clubs, dont 11 de Ligue 1 et 17 de Ligue 2, demandent à la démission de Lazare Bansé, président de la Fédération burkinabé de football. Saisi par les plus hautes autorités en charge du sport au Burkina Faso, le comité olympique, par la voix de son président, a entamé le lundi 20 novembre une médiation visant à ramener le calme dans la grande famille du football. Après plusieurs heures d'échanges où chacune des parties a exposé ses griefs, les débats sont parfois montés d'un ton. On a même craint à un moment pour la suite des échanges et bien entendu pour la médiation. Je vous retire la parole. Voilà. Je suis d'accord. Je vous retire la parole. Ça, c'est clair. Je ne veux pas prendre la décision là pour une décision de l'ensemble des structures des clubs. C'est ça que je dis. En résumé, c'est ça. Je ne veux pas faire ça. Si les esprits finissent par se calmer et après tous les engagements pris par le président du CNOSP, la décision des clubs signataires de la lettre de demande de démission ne fléchit pas. Lazare Bansé doit partir. Nous maintenons notre position que là où le comité exécutif est allé, il n'y a plus de confiance. Si le président Bansé ne démissionne pas, nous ne reprenons pas les activités. Absent de cette séance, Lazare Bansé s'est fait représenter par son vice-président chargé des relations internationales, Bertrand Kabouré. Après avoir activement pris part au débat, l'ancien président de la Ligue du centre de football s'est voulu clair. Les conditions pour un départ de Lazare Bansé ne sont pas réunies. Faire démissionner le président de la fédération de cette manière, c'est quasiment impossible. Voilà, parce que nous sommes quand même régis par des textes et le moins que je puisse dire, c'est que ces textes ont été foulés aux pieds. Et je crois que ceux qui ont initié cette demande de démission ont plutôt un objectif que véritablement la démission du président. En principe, si on va appliquer les textes, je crois que ça va être très difficile. Obligé de se servir. Le 28. Et nous le disions, on revivait tout à l'heure donc, on va dire la tentative de médiation du lundi 20.
Je pense qu'il y avait une autre rencontre le 21, mais il y a une rencontre le mardi 28. C'est-à-dire pas le 21, mais plutôt le 28. Le mardi 28 prochain, pour tenter encore de concilier, de rapprocher les positions. Et dans tout cela, nous avons envie de savoir ce que les clubs de Ligue 3, eux, pensent et vivent et traversent. Ça, c'est très important, parce que les signataires, je parlais des 28 clubs, c'était les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Tout à fait. Et c'est pour cela que nous avons sur ce plateau Jean-Baptiste Nana, il est président des Kyogen FC. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous avoir. Bonsoir. Et il est membre donc, du comité de suivi des clubs de Ligue 3. Voilà. Merci. Claude, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis en tout cas ravi d'être là. C'est vrai qu'on sait qu'il y a une médiation qui est en cours entre les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 et la Fédération burkinabé de football. Bon, le médiateur, la presse a été longuement accusée d'avoir attisé le feu par rapport à ça, sinon l'instigateur de cette crise. On nous a dit de ne plus parler donc, de la crise entre les Ligue 1, Ligue 2 et la Fédération burkinabé de football. Donc on ne parlera pas de ça puisque demain il y a encore la médiation. Donc on va respecter les vœux donc, du médiateur Sinapinga Jean Yamyogo, donc, qui est le président du comité national olympique et des sports burkinabé. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à la Ligue 3. Voilà, la Ligue 3 également aussi qui a des griefs contre le président de la Fédération burkinabé de football. C'est la même chose que Romba. Donc la Ligue 3 nous dit, je pense qu'il y avait une rencontre qui était prévue pour le 30. Oui. Et vous avez décidé de ne pas participer. Qu'est-ce qui se passe? Merci de nous donner l'occasion d'abord, je voudrais revenir pour dire que nous n'avons pas de greffe avec le président de la Fédération burkinabé de football. Les clubs de D3, depuis toujours, ont été marginalisés dans le football burkinabé. Ce qui nous a amené le 5 août dernier à faire, s'il vous plaît, un séminaire de réflexion. Parce qu'avec les autres régions, nous avons décidé de nous réunir à Bobo-Dioulasso et à Bobo-Dioulasso pour essayer de voir quels sont les problèmes réels de notre division. Donc à la suite de cela, nous avons mis en place un comité de suivi parce que nous avons fait un collectif pour que ce soit tous les clubs de D3 du Burkina Faso, parce qu'on vit les mêmes réalités. Donc nous avons adressé une correspondance. Premièrement, nous avons remercié bien le président de la fédération qui a bien voulu accepter avec joie le fait que nous nous organisons et qui nous a même accompagnés. Donc nous l'avons remercié et nous lui avons transmis une plateforme de ce que nous souhaitons que la D3 soit. Ok, mais quels sont les problèmes? Parce que vous vous sentez délaissé, oublié, mais quels sont les problèmes? Vous voyez, les clubs de D3 au Burkina Faso, nous n'avons pas de subvention. Nous avons un championnat au rabais, et je le dis, je le crie très fort, alors que nous sommes, si vous voulez, les formateurs, parce que c'est la base du football. Mais nous avons un championnat qui se joue à 3 matchs. À 2 matchs. Vous partez, vous faites des licences pour 28 joueurs, 29 joueurs, 30 joueurs, à des coûts élevés, parce qu'on paye les mêmes choses que pour pouvoir être affilié à la fédération et tout. Et à la fin, on a un championnat qui se déroule sur 3 matchs. Donc, vous avez des enfants que vous formez, tu joues 3 matchs de compétition et après l'année est terminée. 3 matchs toute l'année, toute la saison. Donc nous avons voulu réfléchir et quand nous sommes réunis à Bobo-Dioulasso, nous avons réfléchi et nous avons trouvé que nous sommes les formateurs et s'il y a un football d'élite, il faut qu'il y ait un football à la base. Tout à fait. Il faut un football bien organisé à la base, comme se fait dans les pays de la sous-région que nous avons aussi connaissance. Il faudrait que les enfants soient bien formés à la base pour que le football d'élite soit meilleur. Donc nous avons un problème de compétition. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de soutien pour les clubs de D3. Mais comment se fait la montée alors? La montée, on joue 3 matchs et puis après on choisit un champion par région qui se retrouve, qui joue peut-être 5 matchs ensemble et ils montent en D2. Je pense que c'est combien d'équipes qui montent en D2? Je crois qu'il y a une équipe dans la région du Ouaga et du centre et une équipe dans une équipe dans le haut bassin. Sur combien de clubs? Par exemple, à Ouagadou seulement, nous avons compéti l'année dernière à 50. 50 clubs pour une seule place? Oui, pour une seule place. Plus de 50, puisque nous, c'est seulement la région dans l'autre région aussi? Les autres régions aussi ont autant. Pour aussi une place? Pour une seule place. Donc c'est dire que
pour la montée même en D2, il y a problème parce que si vous n'avez pas un nombre de matchs conséquent, c'est à qui a la chance un peu? Parce que si vous tombez que vous êtes sur vos beaux jours... Non, parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que tout le monde, on pense à la... Non, nous ne pensons pas à la montée. Nous pensons à la formation de nos enfants et à la compétition. Il faudrait que tout le monde le sache. Le football, c'est de la compétition. Vous avez vu nos enfants qui sont partis... il y a beaucoup de joueurs Oui. Voilà, c'est des enfants pratiquement des clubs de D3 et des clubs formés par des individus. Aucun soutien pour ces clubs formateurs et après on veut avoir un football d'élite. C'est un peu compliqué. Donc quel a été donc le sort réservé, parce que je crois que c'était dans quel mois déjà? C'était au mois d'août. Voilà. Au mois d'août, nous avons transmis notre plateforme revendicative au président de la fédération qui ne nous a pas répondu. Dans un premier temps, nous avons fait une relance pour lui dire, et à l'Assemblée générale du 19 août, lors de certaines questions auxquelles nous avons participé, lors de certaines questions, il a pris l'engagement et nous avons voulu qu'il prenne cet engagement fort-là de rencontrer les clubs de Détroit pour discuter de leur plateforme. Et je pense qu'il a accédé à cette requête et nous avons attendu plus de 2 mois et au mois de novembre, nous lui avons adressé une lettre de relance. 4 jours plus tard, il nous a répondu. Il a répondu au comité de suivi en disant clairement que lui, président de la fédération, reçoit les membres du comité de suivi le 30 novembre 2023. Donc nous avons marqué cette date et nous avons applaudi. Malheureusement, quelques jours plus tard, son secrétaire général renvoie une autre circulaire dans lequel il demande au président des ligues de convoquer un représentant par ligue à cette même rencontre. Donc pour nous, il y a amalgame. Parce que le comité de suivi représente l'ensemble des D3. Vous avez accepté de répondre au comité de suivi pour les recevoir. Ce qui était déjà différent de ce qu'il avait promis à l'Assemblée générale, où il a dit qu'il allait faire un séminaire pour l'ensemble des D3 pour discuter. Mais nous avons trouvé que c'était déjà un bon pas et nous avons accepté. Malheureusement, on se retrouve dans un imbroglio où on nous demande d'associer des gens qui font partie de notre collectif. Donc pour nous, c'est redondant. On ne peut pas avoir demandé à une cellule représentatrice de tous les clubs des D3 de venir répondre à une invitation pour discuter des problèmes de l'ensemble des D3 et derrière créer, si vous voulez, un peu ce que je pourrais dire, un peu de l'amalgame, voilà, pour... mais et encore, il y a le contexte aussi. Et malheureusement, nous avons trouvé ça comme étant quelque chose d'un peu difficile parce que déjà, on a un problème avec les ligues de Ligue 1 et la fédération. Donc nous avons tout simplement répondu au président en lui demandant de reporter et pas d'annuler, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur les réseaux sociaux, que nous avons demandé l'annulation. Non, nous n'avons pas demandé l'annulation. Nous lui avons demandé tout simplement de reporter et de s'investir personnellement pour qu'il y ait sorti de crise et que la fumée blanche sorte le mardi pour que quand même notre football retrouve sa quiétude. Alors vous avez juste différé pour permettre de régler le problème existentiel. Pour lui donner tout le temps et toute la latitude possible de régler plus le problème de la Ligue, des Ligue 1 et Ligue 2 avant donc de se pencher sur la question de Ligue 3. La question de la Ligue, de la Ligue 3. Exactement. Donc vous n'êtes pas belliqueux comme on le dit. Non. Du tout. Vous avez voulu juste donner... On a voulu juste lui donner le temps et on pense, parce que notre football aujourd'hui, avec cette crise à 2 mois d'une CAN, c'est vraiment pas honorable. C'est vraiment pas honorable de voir qu'au Burkina Faso, nous nous battons pour quelque chose qui aurait pu être réglé. Parce que moi, je l'ai dit et je le répète, à chaque fois que des crises surviennent au Burkina Faso, je pense que c'est de la négligence de nos responsables qui font que ces crises-là surviennent. Parce que la crise de la bourse qui se passe aujourd'hui, elle a été discutée longuement en Assemblée générale. Elle a été discutée longuement. Donc pour moi, le seul responsable de ce qui arrive aujourd'hui, c'est le comité exécutif qui n'a pas pris le problème au sérieux. Sinon, ça ne devait pas arriver. Parce que quand vous savez qu'un problème va arriver, je pense qu'on trouve les voies et les moyens
parce que nous sommes dans le football, c'est de la passion. Nous sommes dans le football, c'est la joie. Nous sommes dans le football parce qu'on aime ça. Donc on aurait pu s'asseoir à la sortie de l'Assemblée générale, essayer de trouver quelle est la bonne formule pour ne pas qu'une crise arrive où depuis 2 semaines, aucun sportif ne part au stade. D'accord. Est-ce que vous pensez que le problème que vous posez, c'est-à-dire être oublié parlant de la Ligue 3, ça peut trouver une oreille attentive avec tout ce brouillard qu'il y a? Ça c'est 1, 2, c'est que vous regardez même la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est le nerf de la guerre et qui est la discussion aujourd'hui. Les moyens, ça vient en retard, ça ne vient pas au moment venu. Déjà, c'est pas assez et on a du mal à gérer nos petits. C'est ça la réalité de notre Ligue 1 et Ligue 2. Est-ce que vous en espérez plus, vous Ligue 3, quand vous regardez ce qui est en train de se passer? Ben, espérer, c'est un peu trop dit. Non, nous croyons même. Ok. Ouais. Ce n'est même pas un espoir parce qu'aujourd'hui, on ne peut organiser. On parle de football d'élite, Ligue 2, Ligue 1, mais ces enfants, ils viennent d'où? Ils sont formés dans les quartiers. Ils sont formés dans les clubs de Détroit. Oubliez les clubs de Détroit, même si aujourd'hui on résout le problème des D1 et D2, demain on reviendra dans un autre problème après. Le football burkinabé doit être reformé en tout point et à tout niveau. Donc en profondeur. En profondeur. Vous demandez, ça veut dire en clair, vous demandez de la compétition. Qu'on organise convenablement ou en tout cas permettre aux équipes de Ligue 3 qui forment et qui en tout cas sont plus regardants, en tout cas en termes donc, de catégories jeunes, parce qu'il y a plus de jeunes qui y jouent, pour qu'il y ait de la compétition et qu'on puisse voir clair dans c'est plus ça. Exactement, c'est ce que nous demandons. Nous ne sommes pas dans la guéguerre de... C'est pas... Parce que vous savez, en termes d'organisation, les moyens sont importants. Mais avant les moyens, il faut qu'il y ait des bases solides. Parce que les moyens viendront juste accompagner. Même si aujourd'hui, on nous dit que nous avons une Ligue 1 et une Ligue 2 qui a tous les moyens qu'ils veulent, si à la base, il n'y a pas de vivriers, s'il n'y a pas de joueurs, demain matin, ils ne seront pas renouvelé et forcément à un moment donné notre football va aller à... Il n'y a plus de coupe du président de la fédération? Ben apparemment c'est ce que nous avons aussi constaté. Moi ça veut dire que à part vous jouez 2 matchs et c'est fini. Ça veut dire que vous entretenez des jeunes exactement pendant plus d'une année, pendant d'une saison, et ces jeunes ne compétissent, votre club ne joue que 1 ou 2 matchs dans la saison. Dans la saison. Ça veut dire que le reste du temps c'est... Oui, mais après on est obligé de libérer les enfants. Moi je prends par exemple mon cas sur Touré FC, par exemple sur une saison, nous sommes à un budget qui tourne autour de 5-6 millions. Mais quand vous devez investir cet argent pour venir vous retrouver avec des enfants qui jouent 3 matchs et après vous êtes obligé de les libérer. Vous êtes obligé parce que vous ne pouvez pas, c'est pas soutenable. Mais s'ils faisaient de la compétition, c'est votre passion, vous aimez et ça vous fait quand même un peu de la visibilité, ça vous permet de voir des enfants et ça vous permet de donner la chance à ces enfants d'être repérés un jour parce qu'ils jouent mais si c'est pour jouer seulement que des matchs amicaux ou l'entraînement, bon je pense que ce n'est pas... C'est vrai, vous dites que les moyens ça vient après, mais même quand on regarde notre Ligue 1 ou quoi, même pour trouver des sponsors et les y arriver, on voit comment ça devient aussi des fois la croix et la bannière. Organiser, c'est avoir des gens qui accompagnent derrière, qui accompagnent... C'est ça aussi le fond. Ce fond-là, c'est pour ça que je dis, moi je le dis tout le temps, pour gérer notre football, il faut des gens qui sont passionnés, des gens qui aiment le football. Parce que vous voyez aujourd'hui, on dit qu'on n'a pas de sponsor. Mais on n'a pas réfléchi. On n'est pas allé loin dans notre réflexion. Parce pourquoi est-ce que les gens ne nous font plus confiance? Ce sont ces mêmes problèmes-là. Je prends l'argent et je le détourne dans d'autres choses. Quelle est cette entreprise qui viendrait mettre de l'argent dans un football où il ne voit rien comme visibilité derrière? Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Et aujourd'hui, les bonnes questions, c'est quelle est la politique qu'il faut mettre en place pour attirer les gens à nous donner de l'argent pour organiser? Il y a la sincérité, l'intégrité qui manque aujourd'hui fortement dans notre football. D'accord. Non, mais aujourd'hui, selon vous, quelle pourrait être la solution au niveau des Ligues 3?
je parle parce que c'est vous essentiellement. Parce qu'on ne va pas parler de Ligue 1 et Ligue 2 qui ont déjà chose. Vous partez déjà avec un gros handicap qui est le fait que vous n'êtes pas accompagné, mais vous voulez plus le jeu de réforme. On a vu par exemple la Ligue régionale du centre qui a innové un peu pour vous donner un peu de la compétition. Oui. Moi, ça veut dire que c'est possible. Ben, c'est possible. C'est parce que nous estimons que c'est possible. Je prends l'année dernière, nous sommes réunis, membres des différents présidents de clubs de Détroit, et nous avons réfléchi. Nous avons fait une proposition à la Ligue du Centre. Une proposition, une proposition qui allait donner de la compétition à nos enfants. Le président de la Ligue du Centre, au passage que je salue très bien, M. Théophile Ouedraogo, qui a bien accepté de mettre cette cohésion entre président du club et la Ligue du Centre. Et nous avons réussi à mettre en place une formule qui se levait pour toute l'organisation, qui nous donnait environ 6 ou 7 matchs déjà par club, et qui avait un budget qui tournait autour de 4 millions, qui a été transmis à la Ligue du Centre, qu'il a présenté à la Ligue professionnelle, je pense, et à la fédération. Malheureusement, en retour, la fédération a fait un fin de non-recevoir pour la mise à disposition de ce budget. De 4 millions. C'était 4 millions. Et au final, nous avons joué avec... On a réussi quand même à tenir et on a donné au moins aux enfants entre 4 et 5 matchs chacun. Donc pour vous, c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Et c'est une question de volonté. Parce qu'aujourd'hui, moi je dis, la fédération, aujourd'hui, pour la fédération, la Ligue 3 n'est pas... Alors que c'est là où il y a le bémol. Puisque c'est la Ligue 3 qui forme pour les D2 et les D1. Oublier la Ligue 3, c'est oublier le football à la base. Alors que la Ligue 3 aussi... Et son renouvellement. Et son renouvellement. Tout à fait. C'est ça. Parce que la pyramide, c'est ça. C'est de la base vers le haut. Mais si vous oubliez la base, à un moment, ça va s'écrouler. Dernière question, Claude. Non, mais je pense qu'est-ce que vous avez bon espoir par rapport donc à cette situation, parce que bon, vous aviez dit, il y a longtemps que vous avez demandé à rencontrer. La saison n'a pas encore commencé chez vous? Non, pas encore. Ça commence quand alors? Mais on ne sait pas. Oula. Et c'est comme ça chaque année? Et chaque année, c'est comme ça. De toute façon, vous jouez 2 matchs. Donc 2 matchs, c'est pas trop. C'est pas retard. D'accord. Ouais. En tout cas, merci. Est-ce que vous avez un appel à lancer? Peut-être, on ne sait pas. Non, l'appel à lancer, nous, tout le collectif des clubs de D3, à l'ensemble de la famille du football burkinabé, et en particulier au président de la fédération burkinabé de football, parce que moi je le dis et je le répète, il est le seul à avoir la clé du dénouement de cette crise. Voilà, donc nous allons l'inviter et nous allons le supplier de mettre tout en œuvre pour qu'on ait une issue heureuse pour la crise, afin que les étalons puissent se préparer, parce que nous espérons, et je le dis, moi je le parle, je le clame haut et fort, nous espérons que notre première étoile va se trouver en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est l'espoir qu'on pourrait nourrir, et on espère aussi que le président de la fédération trouvera les mots, trouvera la manière, et que aussi ces profondeurs d'aujourd'hui, elle aurait favorable à tout ça. Merci. On va suivre cela et espérer que mardi un juste milieu sera trouvé. Mardi, c'est juste. La fumée blanche sortira mardi, on l'attend. On l'attend. Tous les regards sont tournés vers cette médiation. Et donc, on espère la médiation de la dernière. En tout cas, merci à vous. Merci à vous, Jean-Baptiste Nana, d'être passé. Je rappelle que vous êtes le président de Kyogen FC, membre du collectif aussi des clubs de Ligue 3. Exactement. Un plaisir de vous avoir reçu. Merci, Claude. Merci à vous, Geoffroy. C'est aussi la fin de ce JDS, journal du dimanche soir, que j'ai pris plaisir à présenter. On espère vous avoir donc dimanche prochain pour d'autres actualités, d'autres décryptages. Et d'ici là, ce que nous souhaitons, portons-nous bien.